Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé. Peut-être Mana, tu peux me dire s'il y a encore des gens qui rentrent dans le webinaire ou pas. Je n'ai pas de visibilité sur les gens. Sinon, je vous propose de commencer. Mais écoutez, merci de vous joindre à nous pour cette conférence sur la richesse de la biodiversité à l'Observatoire de Paris. Cette conférence vient clôturer les premières journées d'environnement de l'Observatoire. Alors, pourquoi parler de la biodiversité à l'Observatoire? Tout simplement parce qu'on a la chance à l'Observatoire d'avoir 3 sites, donc Paris, Meudon et Nançay, qui chacun héberge une biodiversité remarquable. Et pourtant, beaucoup d'entre nous l'ignorent. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir 3 intervenants qui vont pouvoir nous faire découvrir cette richesse sur chacun des sites. Donc, bonjour Madame Le Pareur, bonjour Monsieur Duchérimont et bonjour Monsieur Bach. Bonjour. Madame Le Pareur, encore toutes mes excuses pour ce petit problème technique qui nous empêche d'afficher votre caméra. Pas de problème, bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer. N'hésitez pas tout au long de la conférence et des interventions à poser vos questions via le petit menu questions et réponses qui se trouve en bas de votre écran. Chaque intervenant fera sa présentation et puis il y aura un petit temps d'échange à la suite de chaque présentation. Donc, je vous propose de commencer par le site de Meudon, qui est couvert par une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique ou faunistique, ou pour aller plus vite, une ZNIEF. Donc, Madame Fanny Le Pareur, vous êtes chef de projet ZNIEF à l'unité mixte de services patrimoine naturel, dont les 3 tutelles sont l'Office français de la biodiversité, le Muséum national d'histoire naturelle et le CNRS. Vous animez et pilotez au niveau national l'inventaire des ZNIEF, c'est-à-dire que vous aidez les services régionaux d'État et les structures naturalistes associées pour mettre en œuvre cet inventaire. Donc, vous allez maintenant nous présenter ce qu'est cet inventaire ZNIEF, ce qui implique notamment en termes d'aménagement, et puis vous ferez un petit zoom sur la ZNIEF qui nous concerne à Meudon, avec notamment la présentation de 2 espèces particulièrement remarquables qui ont été observées sur le site de l'Observatoire. Donc, je vous laisse la main. Normalement, Mana va arrêter l'affichage de la slide pour vous permettre de partager votre écran. Bonjour à tous, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours un problème de partage. Est-ce que c'est bon là? Alors, bonjour à tous. Madame Biarmé m'a présenté. Je travaille pour l'OFB, le Muséum et CNRS, donc une unité mixte de services. Donc, je vais vous faire une présentation sur l'inventaire des ZNIEF. Qu'est-ce qu'une ZNIEF? Alors, c'est assez compliqué pour moi, surtout en 15 minutes, d'expliquer ce que c'est qu'une ZNIEF. C'est un inventaire scientifique, administratif, qui a un historique et un réseau, des méthodes, etc. Donc, je vais essayer d'être la plus brève possible en espérant que ce soit clair. Et comme a dit Madame Biarmé, donc je vais faire un focus sur la ZNIEF de type 1 qui est à l'Observatoire de Meudon, alors que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai un peu regardé avant de faire cette présentation. En 2 parties. La présentation de l'inventaire des ZNIEF. Cet acronyme, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Il y a aussi la prise en compte des champignons, de la fonge, même si ce n'est pas dans l'acronyme, c'est un compartiment qui est également dans cet inventaire. Donc, l'inventaire a été relancé en 82 pour porter la stratégie née de la loi de 76, que je vais vous présenter un peu plus tard. Et en gros, l'inventaire, son rôle initial est toujours le socle national de la connaissance des espaces à enjeu de biodiversité remarquable, rare ou protégée. Donc, c'est vraiment un socle de connaissance de la biodiversité remarquable ou patrimoniale, donc à l'échelle de chaque région. Donc, les besoins, les objectifs ont été un peu modifiés au cours du temps également. Il y a eu des ajouts d'objectifs qui sont le porter à connaissance, des outils d'aide à la décision pour l'aménagement du territoire et c'est également un outil d'alerte pour les projets d'aménagement. Donc, cet inventaire de zones continue sur chaque zone. Les mises à jour se font régulièrement et il est permanent sur le territoire national.
Donc, en fait, on distingue deux types de SNIEF très rapidement. Alors, les SNIEF de type 1, la SNIEF de l'Observatoire de Meudon est une SNIEF de type 1. En fait, c'est un espace dit homogène écologiquement qui est défini par la présence d'espèces, associations d'espèces ou habitats rares remarquables. Donc, c'est caractéristique du patrimoine naturel régional et ce sont les zones les plus remarquables du territoire. Donc, la SNIEF de l'Observatoire de Meudon est considérée comme une zone plus remarquable du territoire d'Île-de-France. Ensuite, il y a un autre type de SNIEF, c'est les SNIEF de type 2, donc qui sont des espèces qui intègrent plusieurs espaces homogènes, donc c'est des ensembles fonctionnels paysagers qui possèdent une cohésion élevée et plus riche que les milieux alentours. Par exemple, les estuaires pourraient faire partie de SNIEF de type 2. Du coup, je vous ai mis sur les cartes donc, des SNIEF de type 1 et de type 2. Donc, c'est presque 20 000 SNIEF donc, sur tout le territoire français, donc c'est métropole et outre-mer, et le domaine terrestre, aquatique et marin. Si vous regardez bien la carte, c'est sur le niveau métropole continentale, c'est presque 30% du territoire. Donc, voilà, c'est une couverture assez importante. Alors, comme je disais, bon, les inventaires ou les espaces qui sont inventoriés, classés, gérés, protégés sont toujours le reflet changeant des relations que la société entretient avec son environnement, donc à des époques données. Bon, là, je vous ai mis quelques exemples de tests de loi, les premiers qui concernent en fait la nature, même si celle-ci, en 1906 puis en 1930, était plus axée sur la nature pour son côté esthétique, son caractère artistique ou pittoresque en 1930. Du coup, c'était à une époque donnée, c'était suite à une menace qui était la révolution industrielle qui a changé, qui a bouleversé le paysage français avec des grandes infrastructures ferroviaires, de routes, des grandes carrières, etc. Et du coup, l'élite et les artistes français ont commencé à s'intéresser à la nature et les classer avec un point de vue assez esthétique. Donc, je fais un bond énorme jusqu'à la fin des années 70, qui est la loi de 76 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pose les bases de la protection de la nature en France. Donc là, on considère la nature plutôt pour elle-même, plutôt que son côté esthétique, et qui donc donne les moyens de protéger les espèces et les milieux également, donc les habitats. Alors, donc c'est un outil législatif, mais donc, ce qui est intéressant pour l'outil législatif, en fait, c'est bien d'avoir cet outil, mais où placer des zones de protection, par exemple, ou des zones de conservation. Donc, en fait, à la fin des années 70, le ministère de l'Environnement, à l'époque, ressent le besoin de disposer de connaissances nouvelles pour justement savoir où placer des sites à gérer, protéger, etc. Donc, le leitmotiv, c'est connaître pour mieux gérer. Il fallait avoir une cartographie générale du territoire pour savoir où étaient les zones de biodiversité remarquables sur le territoire. Donc, ce travail a été confié au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, le Muséum a proposé de faire un inventaire de zones de plus grand intérêt biologique. Et c'est ça qui a permis la création de l'inventaire des SNIEF. Donc, il y a eu une procédure, on va dire, donc top-down, donc du national vers le local, où là, le Muséum s'employait à définir les termes, qu'est-ce qu'on attend de cet inventaire, les définitions scientifiques, les procédures, la gestion des données. Et c'est une conjugaison avec le bottom-up, du local vers le national, qui évidemment, donc pour avoir de la connaissance, il fallait impliquer le tissu naturaliste local, les experts naturalistes, et faire des missions de terrain. Donc ça, cette conjugaison de procédures donc, descendantes et ascendantes, on le retrouve toujours aujourd'hui avec les acteurs et les étapes en fait, de l'inventaire des SNIEF. Donc, ce schéma vous explique un peu, donc, en bas, c'est le local, en haut, le national, et avec donc, la réalisation de l'inventaire qui se fait vraiment au niveau local, on va chercher les données sur le terrain ou on récupère des données dans des systèmes maintenant, des systèmes informatiques, puisqu'on est passé à l'ère numérique. Il y a des propositions de périmètre. Les gens sont vraiment ancrés dans le territoire et connaissent vraiment bien la nature, la biodiversité qui les entoure. Ensuite, il y a des organisations l'étape ensuite régionale. C'est la validation scientifique se fait au niveau du CSRPN, qui est une entité très importante au niveau de chaque région, qui est le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Donc, chaque région est dotée d'un CSRPN qui décline la méthodologie nationale à, on va dire, à ce qui se passe sur le territoire, parce que chaque territoire est différent. Hein, ce qui est en Guyane n'est pas pareil qu'en Île-de-France. Et il valide également donc, les listes des espèces et des habitats qui sont déterminants, donc qui sont remarquables pour la région. Et
il y a une validation scientifique de l'inventaire, des zones et des données. Donc, des espèces et les habitats qui sont dans ces zones. Ensuite, l'étape d'après, c'est une validation nationale qui est effectuée donc, par le Muséum d'histoire naturelle. Donc, il y a la validation, mais également donc, au niveau national, pour savoir si tout est en cohérence avec la méthode qui a été élaborée, voir s'il y a une bonne standardisation, un respect des consignes, etc. Et ensuite, il y a une diffusion de ces zones donc, sur l'ensemble du territoire. Donc, le pilotage, c'est pareil, il y a 2 échelles. Hein, donc, là, je redescends un peu, mais c'est donc au niveau évidemment national, c'est le ministère en charge de l'environnement qui détermine les grandes stratégies, la politique et le financement du programme, et la cheville ouvrière est surtout au niveau régional, donc, qui est aux directions régionales de l'environnement et de l'aménagement et du logement, donc les DREAL. DRIAT, c'est l'acronyme pour cette direction régionale en Île-de-France, donc qui est vraiment le maître d'ouvrage régional. Voilà, donc c'est assez très très rapide hein, parce que bon, il y a plein de liaisons qui se font entre ces trois couches locales, régionales, nationales. Hein, donc tout le monde travaille ensemble. L'inventaire des SDF, ce que je disais tout à l'heure, c'est un inventaire scientifique. On parle d'espèces, d'habitats. C'est administratif, je vous montrerai un peu, mais c'est également un réseau d'acteurs qui permettent donc de mettre en œuvre cet inventaire. Donc, ce que je disais, c'est un inventaire zoné du patrimoine naturel. Ce qui est important, c'est de placer où sont les espaces qui ont un intérêt supérieur donc pour chaque région. Donc, c'est un inventaire scientifique administratif, c'est un socle de connaissances qui permet ensuite de mettre des outils, par exemple réglementaires de protection ou conservation. Par exemple, l'inventaire des SNIEF a servi à mettre en place le réseau de sites Natura 2000. Vous aurez une présentation tout à l'heure. Du coup, le patrimoine naturel donc, inclut ce que je disais, la composante espèce, mais également le côté écosystème, donc, pour dire large, hein, mais c'est ce qu'on appelle les habitats naturels. Ensuite, il n'y a pas que ça qui est collecté sur les zones, hein, donc pas que les espèces et les habitats, mais il y a également d'autres informations comme les contextes fonciers, il peut y avoir des facteurs d'évolution, qu'est-ce qu'il y a en périphérie, etc., etc. Et ce qui est important aussi, c'est que les sources, donc qu'elles soient bibliographiques ou de récolteurs, d'observateurs de la donnée, sont explicitement citées dans les formulaires de chaque SNIEF pour pouvoir retourner sur les données des inventaires. Alors, ces SNIEF, toutes les SNIEF sont diffusées, enfin sont publiques, hein, donc ça a valeur de publication après les validations, donc que ce soit régional ou national, et donc c'est mis en ligne, donc soit sur les plateformes régionales et également donc sur la plateforme nationale qui est l'inventaire national du patrimoine naturel. Vous pouvez retrouver donc les informations dont je vous ai parlé, donc les espèces, les habitats et les autres informations sur tous ces formulaires. Et vous pouvez également voir les périmètres. Du coup, comment on peut inscrire une zone à l'inventaire des SNIEF? C'est un peu qu'est-ce qu'une SNIEF également, pour répondre à cette question globale qui est assez complexe à... Enfin, la réponse est complexe, en fait. Donc, je disais, l'objectif, c'est identifier des secteurs qui montrent des intérêts patrimoniaux donc à l'échelle de la région concernée. Donc, les intérêts patrimoniaux, donc, comme l'acronyme indique, c'est floristique, faunistique, également fongique, hein, je le rappelle, et écologique. Donc, ce sont tous les grands groupes taxonomiques qui sont regardés, etc. Donc, s'il y a des intérêts patrimoniaux, comment on peut savoir s'il y a des intérêts patrimoniaux? Du coup, il y a un préalable, c'est établir ce qu'on appelle des listes d'espèces déterminantes ou des espèces ou des habitats déterminants par région. Donc, des espèces qui déterminent l'intérêt d'une zone par rapport à une autre. Donc, en gros, s'il y a une présence de ces éléments déterminants, espèces déterminantes, habitats déterminants, ça justifie l'intérêt patrimonial de ce secteur et qui justifie l'inscription de cette zone à l'inventaire des SNIEF. Brièvement, pour expliquer comment ça se passe. Donc, ces listes régionales des espèces déterminantes, alors je ne parle pas là, je n'avais pas forcément le temps, hein, sur les habitats, là je vais plutôt me concentrer sur les espèces pour l'ensemble de la présentation. Hein. Donc, comment on constitue une liste d'espèces déterminantes? Eh bien, il y a des espèces qui sont déjà listées en fait, dans des textes réglementaires, que ce soit à l'échelle régionale, nationale ou internationale. On peut citer par exemple les espèces protégées au niveau régional, les espèces protégées au niveau national, mais également des espèces qui sont issues de conventions internationales ou de directives européennes, telles que la directive Habitat Faune Flore, donc qui aboutit au réseau Natura 2000.
Du coup, là, il y a des listes qui existent, mais on sélectionne en fait vraiment les espèces qui sont intéressantes, qui sont patrimoniales pour la région. Ce n'est pas parce qu'une espèce est listée et protégée au niveau national qu'elle a forcément un intérêt au niveau régional. Ça dépend si elle s'exprime pleinement dans son aire de répartition, etc. Donc, en fait, il y a une sélection parmi donc, toutes ces espèces de ces listes réglementaires, etc. Il y a également une sélection aussi des espèces qui ont des statuts selon la liste rouge. Pareil, il y a différentes échelles, régionales, nationales. Les listes rouges, ça permet de savoir si les espèces sont en danger d'extinction. Voilà. Et ensuite, on peut aussi ajouter d'autres espèces patrimoniales pour la région qui ne sont pas listées, c'est-à-dire qu'il y a des groupes, on va dire pas négligés, mais où la connaissance est un peu parcellaire, mais on peut rajouter ces espèces. Par exemple, des espèces de lichens ne sont pas dans les listes, enfin très peu dans des listes réglementaires à des échelles nationales ou internationales, mais on peut rajouter des lichens parce que le tissu naturaliste, les experts, les scientifiques régionaux savent que cette espèce est patrimoniale pour la région. Donc, en fait, voilà, cette liste est constituée. Et voilà, il y a plusieurs critères qui définissent cette liste régionale des espèces déterminantes, mais c'est le point de départ, comme je vous ai montré sur la diapo d'avant, c'est le départ, le préalable pour justifier donc, la présence des intérêts, puis l'inscription d'une zone à l'inventaire des INEF. Donc, cette liste est validée par le CSRPL. Je vous ai dit que c'est incontournable, c'est un conseil scientifique incontournable parce que voilà, c'est composé d'experts, de scientifiques, d'experts naturalistes qui permettent de valider d'un point de vue robuste donc, les listes régionales et également ensuite les zones et les données à l'intérieur des zones. Alors, je vais rapidement, très rapidement, vous parler des autres objectifs, parce que là, c'était surtout sur la connaissance dont je parlais, le socle de connaissance, le premier objectif, où est la biodiversité patrimoniale sur le territoire français, donc pour chaque région. Mais il y a également, donc, comme je disais, au fur et à mesure, il y a eu des objectifs différents. SNIEF a servi à d'autres objectifs, l'inventaire des SNIEF. Alors, une SNIEF, ça n'a pas de valeur juridique directe, c'est vraiment de la connaissance. Par contre, il faut prendre en compte cette richesse patrimoniale. L'absence de prise en compte du SNIEF lors d'une opération d'aménagement, par exemple, relèverait d'une erreur manifeste d'appréciation susceptible de faire un recours. Les SNIEF ne sont pas un zonage d'espace protégé par la réglementation. Il n'y a pas de description exhaustive de toutes les espèces qu'il y a sur la zone. Et ce n'est pas un outil suffisant pour l'analyse des impacts de projet, mais par contre, ça fait partie de choses à regarder pour… je parlais d'outils d'alerte tout à l'heure en objectif. Donc là, je vous ai mis un schéma qui vient de la DRIAT Île-de-France, la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, aménagement et des transports d'Île-de-France. Donc les SNIEF servent pour les bureaux d'études, par exemple, pour les études d'impact. Pour les collectivités territoriales, donc, les SNIEF sont classés en zone M, donc non constructibles, sauf exception, mais non constructibles. Et donc, les SNIEF font pleinement partie donc, des documents d'urbanisme, donc PLU, SCOT, etc. Les SNIEF sont également définis au niveau d'Île-de-France comme les réservoirs de biodiversité pour le schéma régional de cohésion écologique. Oui, tout d'un coup, j'ai un doute. Cohésion écologique, oui, c'est ça, CRCE. Voilà, donc c'est identifié les réservoirs de biodiversité de l'Île-de-France, sont les SNIEF d'Île-de-France. Et les SNIEF également sont mises à jour régulièrement par les associations, les établissements publics, etc., pour mettre à jour régulièrement les données d'observation, pour valoriser également le patrimoine naturel de la région. Donc, je disais que la présence d'une SNIEF n'a pas de portée réglementaire directe, mais attention, parce que donc, dans les formulaires, il y a la présence hautement probable d'espèces protégées. Et du coup, là, on passe au niveau réglementaire. Il est interdit, il y a des espèces qui sont listées et il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber intentionnellement ou les commercialiser. Donc là, je vous ai mis le guide francilien que vous pouvez retrouver sur le site de la DRIAT, de demande de dérogation, par exemple, sur la protection des espèces. Il y a plein de documents de ce type-là qui expliquent un peu qu'est-ce qu'une espèce protégée et comment on la prend en compte dans les projets de planification, d'aménagement, etc. Donc, voilà, moi, je ne vais peut-être pas
parler de ça, vous pouvez regarder. Je vais passer directement en fait, à la deuxième partie parce que je ne sais pas, je prends peut-être un peu trop de temps. Je vais faire le focus donc, sur la SDIEF qui nous concerne, donc le boisement et prairies de l'Observatoire de Meudon, où donc, certains de vos collègues travaillent. Donc, cette SDIEF est une SDIEF de type 1, donc je vous expliquais tout à l'heure, elle est considérée donc, comme une zone vraiment incontournable au point de vue patrimonial, naturel, dans la région d'Île-de-France. Alors, bon, vous connaissez certainement plus que moi le périmètre de la SDIEF. Du coup, les délimitations sont… on est dans des zones urbanisées, donc il y a à la fois la prise en compte des habitats, mais également donc, des linéaires routiers, etc. Du coup, l'observatoire est au sommet d'un coteau. Et comme l'accessibilité est limitée, ça en fait une véritable réserve en fait, pour la faune et la flore. Et c'était donc dans des contextes très urbanisés comme en Île-de-France, c'est un espace particulièrement rare. Et ce site, donc, au point de vue habitat, est composé de boisements de feuilles conifères, prairies, chemins, avec des ornières en eau, etc. Donc ça, c'est… donc j'ai mis le lien Internet, mais c'est directement donc, le rédacteur de la fiche qui a écrit ce texte dans le commentaire général de cette SNIF. Donc ça, j'ai repris les éléments. Je ne connais pas personnellement cette SNIF. Ensuite, il y a des documents que vous avez vous-même qui vous expliquent d'une manière globale la biodiversité qui existe sur cette SNIF. Donc, je ne vais pas pouvoir parler plus que ce que vous avez déjà en ne connaissant pas forcément le site, mais c'est pour vous donner un panorama. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, en regardant cette SNIF d'un peu plus près, on voit qu'il y a 7 espèces déterminantes. Donc, c'est elles qui ont déterminé, en fait, qui ont justifié l'inscription de cette zone à l'inventaire des SNIF. Donc, on voit dans ces 7 espèces déterminantes, je vous ai mis le tableau, donc c'est plutôt… donc, la justification est basée sur la flore, donc les phénoménogames, et sur des insectes, donc lépidoptères, les papillons, les hémiptères, donc on retrouve les cicadelles dans les hémiptères, on retrouve aussi les punaises dans les hémiptères, et d'autres insectes, et là, c'est effectivement la menthe religieuse. Alors, il y a donc ces espèces déterminantes, et donc qui sont patrimoniales pour la région. Et donc, il y a 6 espèces qui sont observées qui ont des statuts réglementaires au niveau national, donc qui sont dans des listes d'espèces protégées, donc notamment les oiseaux, reptiles et flores. Et il y a des espèces protégées au niveau régional. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des boisements et il y a des milieux ouverts dans cette SNIF. Donc, pour l'entomofaune, c'est 2 milieux très intéressants. Notamment les milieux herbeux, riches en graminées, voilà, et bien ensoleillés, bien secs sur un coteau, qui est très intéressant. Et du coup, ces milieux se raréfient, qui sont non urbanisés, se raréfient autour de la capitale. Donc là, il y a une espèce de refuge pour ces espèces-là. Donc, j'ai pris 2 exemples donc, qui sont repris dans les documents que vous avez vus régulièrement sur la biodiversité de l'Observatoire de Meudon. Donc, j'ai pris un exemple flore qui est l'aspirante d'automne et un exemple faune qui est le grand diable, donc une cicadelle. Du coup, pour la plante, pour l'aspirante d'automne, donc plante vivace, elle est assez basse, donc 10-30 cm. Donc, vous pouvez l'observer d'août à octobre, plutôt irrégulière et peu spectaculaire. Donc, je ne l'ai pas vue moi-même, mais effectivement, elle est déjà pas très grande et les fleurs sont assez blanchâtres. Apparemment, il y a une petite odeur aussi agréable de vanille. Alors, la pollinisation, c'est effectuée essentiellement par les hyménoptères, donc abeilles sauvages, etc. Les pieds sont généralement dispersés, donc si vous voulez les observer, il faudra faire attention en marchant évidemment sur les milieux ouverts. Et voilà, donc c'est une espèce rare qui forme des populations peu nombreuses et elle est en plus en régression dans de nombreuses régions. C'est pour ça qu'elle a été inscrite dans la liste des espèces déterminantes. Donc, cette espèce, elle peut se retrouver des plaines aux basses montagnes, donc, et elle a une aire de répartition assez grande, donc fortement héliophile. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des pelouses qui sont bien ensoleillées, milieu sec, sableux, calcaire, etc.
Voilà, bon, je ne suis pas botaniste, donc je vais peut-être m'arrêter là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un habitat déterminant hein, aussi qui est très intéressant sur la SNIEF de l'Observatoire, donc c'est les pelouses des sables calcaires. Donc, l'habitat est déterminant et en plus, cette espèce qui affectionne ces milieux est déterminante également. C'est des milieux rares dans des zones urbanisées comme celles qu'on peut trouver en Île-de-France. Donc, pourquoi le taxon est listé dans la liste des espèces déterminantes d'Île-de-France? Donc, il est considéré, donc je vous ai parlé tout à l'heure des listes rouges, ce taxon est considéré comme en danger dans la liste rouge régionale d'Île-de-France. Donc, cette liste qui a été finalisée en 2014. Donc, le critère, c'est petite population et déclin continu. C'est ça la justification qui a été prise pour la classer en danger sur le territoire d'Île-de-France. Et ce taxon est également protégé donc, sur la liste des espèces végétales protégées en région Île-de-France. Voilà, donc ça, c'est des données. Je vous montre rapidement les données qui sont accessibles donc, sur le portail OpenOps. Donc, vous pouvez vous regarder les données d'observation sur les espèces. Donc, ça, c'est la région Île-de-France. En Île-de-France, il y a 430 observations du taxon. Alors, il faudra vérifier, mais donc 1635 à 2018 et la mention dans 4 SNIEF d'Île-de-France. Et du coup, pour la SNIEF de l'Observatoire de Meudon, donc les observations de cette plante a été faite entre 2005 et 2013 par le Conservatoire botanique national du bassin parisien. Alors, je vais peut-être accélérer, je ne sais pas trop quelle heure elle est. Oui, je vois l'acquiescement de Claire, bien mais j'arrive, j'ai fini en fait. Et du coup, donc l'autre espèce que je voulais montrer, c'est le grand diable. Alors, c'est une cicadelle. Alors, j'ai mis la plus grande, mais une des plus grandes qu'on rencontre en France. Du coup, elle a une morphologie exubérante par rapport aux autres cicadelles, mais cette espèce reste très discrète parce que sa livrée, alors comme vous pouvez voir sur la photo, c'est gris-vert, brun, qui est la couleur des écorces et des lichens qu'on retrouve donc, soit sur les pierres ou soit sur les arbres. C'est une espèce polyphage qui vit dans les forêts ouvertes ou fermées. Du coup, vous pouvez observer des adultes, alors très difficilement, parce que comme je disais, sa livrée est discrète, donc mais vous pouvez quand même essayer de l'observer, les adultes en tout cas, entre juin et presque à l'automne, le pic est juillet-août d'observation. Donc, c'est aussi un taxon qui est protégé donc, au niveau régional, donc au niveau de l'Île-de-France. Et ça, ce sont les observations. Il y a très peu d'observations parce que c'est vrai que c'est très discret, 85 observations, et la mention dans 9 SNIEF d'Île-de-France. Et donc, le taxon a été observé en 2005 par Olivier Roger dans la SNIEF de Meudon. Et voilà, donc si vous avez en savoir plus, donc, je vous ai parlé donc, des documents que vous avez déjà donc, sur les bulletins internes, notamment l'Observatoire de Paris, pour en savoir plus, parce que la présentation est beaucoup trop courte pour expliquer toutes les espèces qu'il y a sur cette SNIEF. Donc, je vous invite à aller regarder, relire ou découvrir les documents qui sont écrits par vos collègues. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Alors effectivement, les documents, je ne suis pas sûre que tout le monde en ait connaissance, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous les envoyer si jamais vous étiez intéressé pour en savoir un peu plus sur la biodiversité sur le site. Je ne crois pas qu'il y ait de questions qui aient été posées dans l'onglet questions et réponses, donc n'hésitez pas à en poser. Moi, je vais commencer par une question que j'ai déjà. Donc, vous avez expliqué très synthétiquement comment une espèce était considérée comme déterminante pour les SNIEF. Et moi, je me posais la question, est-ce qu'il est possible qu'une espèce déterminante, à un moment donné, ne le soit plus ultérieurement, si par exemple les populations concernées se sont fortement développées ou pas? Et du coup, en corollaire de cette question, est-ce qu'une SNIEF peut ne plus être SNIEF? Alors, oui, tout à fait. La liste des espèces déterminantes de la région sont révisées régulièrement. Alors, pas forcément d'un coup, hein, parce que c'est énormément de travail. En fait, tous les experts naturalistes sont sollicités. Ça demande beaucoup de travail. Donc, ils font, au niveau régional, par exemple, groupe taxonomique par groupe taxonomique. C'est-à-dire, une année, ils vont faire certains insectes, pas forcément tous, parce que c'est un gros groupe. Et l'autre année, la flore, ils vont la réviser, etc. Parce que les connaissances évoluent hein, également, c'est-à-dire qu'il y a des statuts connus
effectivement s'il y a une disparition avérée, etc. Mais il y a aussi la connaissance scientifique qui augmente pour certaines espèces. Du coup, oui, donc la liste régionale est révisée régulièrement et validée par le CSRPN. Voilà, à des pas de temps qui dépendent et qui varient selon les régions et les groupes taxonomiques. Ensuite, pour la deuxième question, effectivement, une ZNIEF, c'est une zone de connaissance. Donc, il faut qu'elle soit justifiée par l'observation d'espèces déterminantes. Il faut au moins une espèce déterminante pour justifier l'inscription d'une zone à l'inventaire. S'il n'y a plus les éléments déterminants, l'intérêt n'est plus porté par la zone, donc il y a des disparitions, suppressions de ZNIEF dans l'inventaire. Il y a des créations, des fusions, voilà. C'est un inventaire continu et permanent sur le territoire selon l'avancée des connaissances. Avec, voilà, il y a plus de création que de suppression, mais ça existe. D'accord, merci. J'ai une seconde question, je vais monopoliser les questions, je crois, parce que je n'en vois pas sur le QR. Donc, vous avez dit que c'était les scientifiques et les réseaux naturalistes qui proposaient les périmètres pour les ZNIEF. Moi, je m'interrogeais, est-ce que n'importe quel naturaliste ou scientifique peut proposer une ZNIEF sur n'importe quel endroit, quel que soit le statut de propriété? Est-ce que, par exemple, si je suis naturaliste et que je sais qu'il y a des espèces potentiellement déterminantes sur un terrain privé, est-ce que je peux proposer une ZNIEF? Oui, il y a des ZNIEF dans des propriétés privées. Il y a même des ZNIEF dans des bâtis, notamment pour les chiroptères des abbayes, enfin des clochers d'église. J'ai aussi le cas en Franche-Comté d'un toit d'un hôpital psychiatrique. Du coup, il y a du bâti, c'est plus rare. Hein. En général, les ZNIEF sont surtout sur des zones naturelles, mais oui, et il y a aussi des propriétés privées, des bois qui appartiennent à des propriétaires privés. Et oui, en fait, si c'est l'intérêt, s'il y a des observations, ensuite c'est discuté. Si l'intérêt est vraiment scientifique et représente le patrimoine de la région, donc ces zones peuvent être proposées pour l'inventaire des ZNIEF. Merci. Alors, je vois Marie-Rose Ramaro qui souhaiterait intervenir. Mana, est-ce que tu as moyen de lui donner la parole ou pas? Sinon, il faudra écrire la question. Mana. Marie-Rose, je vous propose d'essayer d'écrire votre question synthétiquement, si c'est possible. Si ce n'est pas trop long, je suis désolée, je n'ai pas la main, je ne suis pas animatrice de ce webinaire. Ah, peut-être que vous pouvez parler maintenant. Ben écoutez, je vous propose de continuer. Mana, si tu arrives à donner la main à Marie-Rose Ramaro, on pourra toujours lui permettre d'intervenir tout à l'heure. Je vous propose de continuer avec le site de Paris en attendant. Et n'hésitez pas, Marie-Rose, à écrire votre question. On pourra revenir dessus tout à l'heure. Donc, passons au site de Paris, qui, lui, se trouve à proximité de deux sites, deux zones à fort enjeu écologique en contexte urbain, à savoir le Jardin du Luxembourg et le cimetière du Montparnasse. Donc, Monsieur Emmanuel Duchérimont, vous êtes économiste, mathématicien et vous pratiquez l'ornithologie scientifique depuis plus de 40 ans. Vous êtes notamment spécialiste des rapaces en milieu urbain. Vous êtes délégué régional de la LPO, Ligue de protection des oiseaux Île-de-France, et vous allez nous présenter l'avifaune présente sur le site de l'Observatoire de Paris. Alors, l'avifaune, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, le groupe faunistique constitué par les oiseaux. Et vous ferez un petit focus sur la star des lieux, le faucon cresserelle. Donc, je vais partager votre présentation. Dès que j'y arrive. Alors, excusez-moi, évidemment, c'est là que... Voilà, c'est bon. Voilà. Bien, tout le monde m'entend. Eh bien, bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier pour votre invitation. Tout à l'heure,
On a entendu pas mal d'acronymes, SNIEF. On va utiliser cette fois-ci un autre acronyme, STOC, le suivi temporel des oiseaux communs. Donc, quand on m'a demandé de faire très rapidement une estimation de l'avifaune dans le jardin, j'ai suivi un protocole qu'on appelle le protocole STOC. On peut passer à la page suivante. Voilà. Et d'abord, toujours définir donc, le voisinage utilisé. Donc là, c'est jardin d'observatoire au pluriel. Donc, j'ai pris le jardin au sens écologique du terme, bien sûr. Je n'ai pas tenu compte des divisions cadastrales. Et donc, j'ai intégré le jardin public, qui était avant jardin de l'observatoire. Quand j'étais à l'école, je passais toujours devant ce grand mur, rue du Faubourg-Saint-Jacques, et j'ai rêvé longtemps de pouvoir voir ce qu'il y avait derrière. Et j'ai intégré également les bâtiments de la Société des gens de lettres, puisque historiquement, le lotissement s'est fait sur votre jardin. Et donc, j'ai appliqué rapidement la semaine dernière un protocole, c'est-à-dire que j'ai fait 3 points d'écoute tôt le matin. Quand on fait de l'ornitho scientifique, c'est au plus tard 3 heures après le lever du soleil. Il fait jour à 5h30 en ce moment. Et donc, 3 points d'écoute pendant 10 minutes, un devant la grille de l'observatoire, la grille principale de l'observatoire, un second devant la grille du jardin public, et puis j'ai terminé par la Société des gens de lettres, et là, une connaissance m'a fait rentrer, pas dans le parc, mais en tout cas devant l'hôtel, pour que je puisse mieux écouter. Donc, c'est 10 minutes d'écoute et donc ces suivis, ces inventaires ont permis de détecter la présence de 19 espèces. Contactées, ça veut dire, en langage ornitho, c'est vu et ou entendu. Quand on fait de l'ornithologie scientifique, en fait, 80% des contacts sont auditifs. C'est la raison pour laquelle il est absolument impératif de connaître les chants dans un premier temps, et les chants et les cris dans un deuxième temps, puisque en fait, c'est à l'oreille qu'on travaille. Donc, 19 espèces. Je ne prétends pas que ce soit être exhaustif. Il faut plutôt voir ce chiffre 19 comme une borne inférieure, puisque Madame Biarmé m'a suggéré de compléter la liste, par exemple, avec la perruche à collier, avec l'api. Oui, volontiers. Mais je ne les ai pas contactés. En tout cas, au moment où je prêtais l'oreille, elles n'ont pas eu la décence de se manifester. Donc, ces espèces ne sont pas sur ma liste, mais oui, je suis bien d'accord qu'il y a, hélas, la perruche à collier. Je suis bien d'accord qu'il y a l'api et d'autres espèces que je n'ai pas encore mentionnées. 19 espèces. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Ben, on va voir. C'est pas tellement le nombre qui compte, ce sont les évolutions. Et c'est là que c'est pour ça que j'ai utilisé le protocole STOC, puisque le protocole STOC, ça fait 30 ans qu'on l'utilise. Et d'ailleurs, la semaine dernière, vous avez peut-être entendu, parce qu'il y a eu quand même un certain retentissement médiatique, on a sorti les chiffres de 30 ans d'évolution du stock. Et ben, c'est catastrophique. C'est catastrophique. La presse a retenu un chiffre, moins 30% en 30 ans. Dit comme ça, c'est faux. Vous allez voir pourquoi. La réalité est un peu plus complexe. Alors d'abord, quelques mots sur ce programme STOC. C'est un programme de sciences participatives. Science, ça veut dire, c'est quand même encadré par le muséum, c'est orchestré par le muséum. Participative, ce sont des observateurs souvent bénévoles, mais également des professionnels, en tout cas chevronnés. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui effectuent des points d'écoute de 5 minutes sur des carrés. Les carrés sont calculés selon une estimation, c'est un tirage aléatoire, et dans ce carré, un observateur doit désigner 10 points d'écoute, sachant que des points d'écoute doivent être représentatifs du milieu. Donc là, on n'est plus tout à fait dans l'aléatoire.
Le résultat de ce stock, c'est ce qu'on appelle les indices d'abondance relative. Alors attention, il ne s'agit pas de dire combien il y a d'oiseaux, ça on ne sait pas. Enfin, le protocole en tout cas ne permet pas de le dire. C'est un autre protocole EPOC qui permet de mesurer, autant que faire se peut, l'importance quantitative de telle ou telle espèce. Là, on se contente d'avoir des indices d'abondance relative, c'est qu'on dénombre tous les oiseaux contactés en un point précis pendant 5 minutes, pendant 3 fois, à un mois d'écart, et ça fait 30 ans que le protocole se répète sans modification. Et donc, ça nous permet d'avoir des évolutions, mais pas des dénombrements. Par rapport à ces évolutions, on va également définir ce qu'on appelle un degré de spécialisation. On va tenir compte de la répartition des effectifs et on ventile ça selon les 3 grands types d'habitats, urbain, agricole, forestier. Et puis, on regarde si telle ou telle espèce est plutôt un féodé à un milieu forestier, plutôt un féodé à un milieu agricole, donc plutôt ouvert, semi-ouvert, ou à un milieu urbain. Et puis, ensuite, on peut donc s'amuser à calculer les évolutions, les dynamiques des populations par rapport à différents milieux. Le principal résultat de ce stock, c'est que les abondances relatives des espèces spécialisées, donc un féodé à un milieu, un féodé strictement à un milieu, régressent au profit des espèces généralistes. Alors, je vais donner tout de suite un exemple. Vous prenez par exemple le moineau domestique, une espèce que tout le monde connaît, qui est en chute libre. Le moineau domestique, il est urbain, donc milieu urbain, espèce spécialisée. Vous le rencontrerez très très peu en milieu forestier. Mais inversement, vous avez des oiseaux généralistes, je pense à la mésange charbonnière, vous pouvez très bien la rencontrer en milieu forestier, en milieu urbain, périurbain et en milieu agricole. Donc, l'idée globale qu'on peut déjà définir au niveau des résultats, c'est que les oiseaux généralistes prennent le pas sur les oiseaux spécialistes. En soi, c'est déjà une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle dans la mesure où c'est de facto une perte de biodiversité puisqu'il y a uniformisation de l'avifaune indépendamment des milieux. On perd les oiseaux spécialistes. Et vous allez voir que le gain sur les oiseaux généralistes, il n'est pas si élevé que ça. On peut passer à la page suivante. Donc le bilan sur 30 ans, 89-2019. Donc ce bilan fait l'objet d'une conférence de presse la semaine dernière avec le Muséum d'histoire naturelle, national d'histoire naturelle, et l'OFB, l'Office français de biodiversité, et la LPO, puisque c'est la LPO qui est sur le terrain en quelque sorte. Donc on a défini 123 espèces d'oiseaux communs. Sur les 123, il y a 32 qui sont en expansion, mais il y en a 43 qui sont en régression. Et quand je dis en régression, le mot est neutre, mais on peut parler sur certaines espèces d'effondrement. Tourterelle des bois, pour l'Île-de-France, c'est moins 90%. Hirondelles de fenêtre, sur Paris, les hirondelles de fenêtre, c'est plus de 90%. On n'a plus que 3 stations à Paris où on trouve encore quelques hirondelles de fenêtre. Pour les autres, les résultats ne sont pas significatifs au sens statistique du terme. Ou alors, on a des effectifs trop faibles pour pouvoir utiliser des outils statistiques. Donc, pas de tendance significative. Deuxième enseignement de ce bilan sur 30 ans, l'impact du réchauffement climatique. On verra tout à l'heure qu'il y a quand même un lien très fort entre la crise climatique et la crise de la biodiversité. L'impact du réchauffement climatique, nous commençons au niveau de l'avifaune à le mesurer, puisqu'on commence à voir de façon très significative des populations d'oiseaux qui ne sont pas thermophiles, donc qui se décalent vers le nord au fur et à mesure que le réchauffement climatique se fait. Je prends l'exemple du bouvreuil pivoine. Le bouvreuil pivoine, il y a encore 10 ans, il était niché au bois de Boulogne. Depuis 5 ans, il n'est plus au bois de Boulogne. On le retrouve au nord de Paris. Mais tout ce qui est en dessous de Paris, il est en voie de disparition ou il a déjà disparu. Il subsistait encore quelques couples sur l'île Saint-Germain. C'était un des derniers endroits
dans le voisinage de Paris, on pouvait les voir. Aujourd'hui, cette année, en tout cas, ils ne sont plus là. Donc, le réchauffement climatique, par rapport à des indicateurs faunistiques, on le voit très bien, on le mesure très bien. Alors, on pourrait également donner quelques chiffres, mais ce n'est pas la peine de compliquer les choses. Donc, un bilan catastrophique et avec la preuve, s'il fallait encore une fois apporter la preuve du réchauffement climatique. Regardons un petit peu les évolutions maintenant par spécialisation. Et là, nous avons des évolutions très, très contrastées. Le milieu agricole, moins 29,5, c'est la courbe marron en bas, c'est catastrophique. Je vais prendre simplement quelques oiseaux emblématiques du milieu agricole. Par exemple, l'alouette des champs. Il y a encore 15 ans, vous vous promeniez dans un chemin, vous tapiez des mains, vous frappiez dans vos mains, et puis il y avait 10 alouettes qui s'envolaient. Aujourd'hui, quand vous vous promenez, j'ai fait des rencontres ornithologiques de printemps dans le Val d'Oise, il y a 3 semaines. On a contacté 3 alouettes sur une matinée, sur un territoire assez vaste. Voilà, on en est là. On était content parce qu'on avait vu 3 alouettes. Mais il y a 15 ans, c'était une trentaine qu'on aurait pu. Je ne suis même pas certain qu'on les comptait d'ailleurs correctement. Autre baisse, milieu bâti. Donc là, on va parler du moineau. Milieu bâti, donc c'est les espèces commensales qui vivent en connexion très proche avec l'homme. Souvent, ce sont des espèces cavicoles. Cavicoles, ça signifie qu'ils nichent dans les cavités. Le moineau est une espèce cavicole. Et bon, ils ont besoin de cavités dans les murs pour pouvoir nicher. Vous voyez l'évolution, moins 27,6. Pour le moineau, sur Paris, pour reprendre Paris, parce que là, il s'agit de résultats nationaux, le résultat, c'est moins 75%. D'ailleurs, c'est en 2002-2003, nos collègues anglais nous ont contactés en disant « Dites donc à Paris, qu'est-ce qui se passe avec les moineaux puisque nous, à Londres, on commence à les perdre. » On est très étonnés parce que les moineaux, il faut quand même l'avouer, on ne s'en était jamais occupé, on ne les comptait pas vraiment, ils étaient omniprésents et on n'y prêtait guère attention. Mais donc ce coup de téléphone de nos amis anglais nous a dit quand même, hein, il faudrait peut-être commencer à regarder sérieusement les moineaux, puisque quand ils vont disparaître, ce sera trop tard. Donc il faut aussi mettre maintenant. Et dès 2003, le CORIF, la LPO, aujourd'hui la LPO Île-de-France, ont mis en place une enquête moineaux. Il y avait déjà l'enquête faucon, j'en parlerai tout à l'heure, mais on a mis en place une enquête moineaux depuis 2003. Et on sait aujourd'hui que depuis 2003, la baisse des moineaux à Paris, intramuros, est de moins 75%, 3/4. Alors, ce n'est pas une disparition, parce qu'une disparition, il faut aller à Londres. Vous allez à Londres, je vous mets au défi de circuler à Londres pendant une semaine et de contacter un seul moineau. Je ne suis pas arrivé. À Bruxelles, il commence aussi à chuter. Donc voilà, on en est là. Donc vous voyez que pour le bâti et pour les oiseaux inféodés au milieu agricole, c'est une catastrophe au sens grec du terme. Pour ce qui concerne les milieux généralistes, les choses se passent pas trop mal, on va dire même bien, relativement bien en tout cas. Et pour les milieux forestiers, il n'y a pas de vraie tendance. On va dire que c'est plus ou moins stable. Bon, on est quand même à moins de 9,7%, mais là, il faudrait mettre en place les écarts types. Pour les milieux forestiers, il n'y a pas vraiment de tendance, ni à la hausse, ni à la baisse. Donc voilà, une évolution tout à fait contrastée. Alors, le stock n'est pas fait pour apporter des réponses à ces évolutions, mais quand on voit des évolutions aussi contrastées sur le milieu agricole et sur le milieu bâti, on se dit qu'il y a quand même un problème. Il y a un problème lié à l'agriculture, et ce problème, on le connaît bien. C'est l'intensification de la culture avec l'homogénéisation des espaces agricoles, disparition des haies, par exemple, et puis les pesticides. Alors, je ne vais pas vous assommer à des avalanches de chiffres, simplement rappelez-vous que la France est le champion d'Europe, en tout cas,
pour l'utilisation des pesticides ramenés à la SAU, à la surface agricole utile, bien sûr. Si on veut faire une comparaison en taille, il faut toujours déflater. Simplement, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, en 2007, il y avait le Grenelle de l'environnement, à l'issue duquel la FNSEA avait pris un engagement. Ils l'ont signé, cet engagement. Ils n'avaient pas un pistolet sur la tête. L'engagement était de réduire de 50% l'utilisation des pesticides. Plus de 10 ans après, on a fait le bilan. On n'a pas moins 50%, on a plus de 23%. L'engagement n'a pas été tenu, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, si vous avez suivi un petit peu les articles de la presse la semaine dernière, la presse grand public parle d'hécatombe, d'effondrement. Alors, on va simplement utiliser un mot un peu plus neutre, d'effondrement. On va passer à la page suivante et on va voir un petit peu maintenant, pour boucler, quels sont les enseignements du stock sur les espèces contactées à l'observatoire. Faucon cresserelle, moins 18. Donc, les faucons cresserelles recommencent à baisser au niveau national. À Paris, la baisse est de 40%. J'expliquerai pourquoi dans un instant. Deux espèces qui se portent bien, biset et ramier. Donc, ça a pratiquement doublé. Martinet noir, moins 46%. Piquet-pêche, lui, se porte pas mal pour une espèce forestière. Accenteur mouchet, que les gens confondent souvent avec les moineaux. Alors, simplement, je n'ai pas mis des photos ici, c'est un tort, mais votre collègue vous fera circuler des photos pour toutes les espèces contactées à l'observatoire. Donc, l'accenteur mouchet, les gens souvent le confondent avec le moineau domestique. Ben oui, c'est moins 26%. Le rouge-gorge familier, tellement familier qui peut presque venir à proximité immédiate de l'homme, ben presque 10%. Le merle noir se porte pas trop mal. Fauvette à tête noire se porte très bien. Et c'est peut-être une conséquence heureuse d'ailleurs du confinement de l'an dernier, puisque l'an dernier, nous avions observé, à Paris en tout cas, nous avions observé que la fauvette à tête noire avait profité du premier confinement pour nicher dans les endroits peu habituels. Et il se peut, ça reste à prouver, il se peut, en tout cas c'est une hypothèse, que les effectifs de la fauvette à tête noire à Paris ont bien augmenté grâce au premier confinement. Le pouillot véloce, notre petit pouillot véloce, là, qui est un petit migrateur, ben, moins 11%. Le troglodyte mignon, lui, qui est sédentaire, moins 20%. Les mésanges charbonnières se maintient, mésanges bleus augmentent. On a les mêmes résultats d'ailleurs sur l'Atlas du Grand Paris. Mésanges à longue queue, je suis de la vieille école, on devrait dire aurite à longue queue maintenant, diminue. Grimpeau des jardins, à mon grand étonnement, il est dans le positif. Je pensais qu'il était dans le négatif. La corneille noire, on aura peut-être l'occasion d'en reparler parce qu'il y a beaucoup d'erreurs et beaucoup d'idées fausses qui circulent sur cette corneille noire. Elle est stable, on va dire, contrairement à ce que pensent beaucoup de Parisiens. On va terminer les espèces. Et les tourneaux, ma foi, ne se portent pas trop mal. Les tourneaux sansonnets ne se portent pas trop mal. C'est une espèce cavicole, pourtant. Moineau domestique, bon, 4,6 sur France entière, mais moins 75% sur Paris. Et le pinson des arbres se maintient à peine, donc 4,9%. Donc voilà, l'idée globale qu'il faut retenir, c'est que vous avez la chance dans vos jardins d'avoir des oiseaux, mais l'observatoire, malheureusement, n'est pas isolé du reste du monde. Et donc, les évolutions qu'on constate au niveau parisien, au niveau du Grand Paris, au niveau francilien et au niveau national, on les retrouve peu ou prou dans votre jardin. Donc, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Venons-en maintenant rapidement donc au faucon cresserelle. Donc, le faucon cresserelle, c'est une espèce qu'on connaît sur l'observatoire depuis 2003.
En fait, il y a une enquête faucon qui a été créée à l'époque en 1987. Vous voyez que ça ne date pas d'hier quand même. Pourquoi une enquête faucon? Lorsque les ornithos se réunissaient entre eux, ils disaient, il y avait une espèce de consensus, mais qui n'était pas du tout scientifique. Hein. Il y avait une espèce de consensus pour dire qu'à Paris, il y avait une dizaine de couples de faucons cresserelles. Et chacun y allait de son petit exemple. Ah ben j'en connais un à Notre-Dame. Celui-là, effectivement, on le connaît bien puisque Gerbe en parlait en 1840. D'autres disaient, ben, il y en a un à Tour-Saint-Jacques, il y en a un à Tour-Clovis dans l'histoire Henri IV, etc., etc. Mais il n'y avait pas de réel dénombrement. Et puis, quand on a commencé à s'intéresser un petit peu aux faucons cresserelles, on s'est dit, quand même, on va voir au moins à Notre-Dame combien il y en a. On avait un consensus de 10 couples, et en 86, on découvre 5 couples présents sur Notre-Dame. Alors là, le statisticien que je suis se dit, il y a un problème. Il est très peu probable, voire impossible en fait, que la moitié de la population estimée des faucons cresserelles à Paris soit concentrée sur Notre-Dame. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Combien? On ne sait pas. Eh bien, pour répondre à la question, on a lancé une enquête. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a moins d'une trentaine de couples de faucons cresserelles nicheurs. Attention, nicheurs, hein. C'est une enquête nicheur. On a moins de 30 couples nicheurs sur Paris, donc une baisse de 40%, puisque vers l'an 2000, l'estimation était de 50 couples nicheurs. Vous voyez, de 50, nous sommes passés à 30 couples, moins de 30 couples, malheureusement. Donc pour l'Observatoire, c'est un site qu'on suit régulièrement. D'ailleurs, je vous indique en primeur qu'il y a au moins un jeune, c'est une information qui date de ce matin, qui est sur le point de prendre son envol, qui est complètement emplumé et qui va prendre son envol. Il est donc en 5e semaine. Et pour nous, la 5e semaine, c'est un peu la semaine de tous les dangers. On n'arrête pas de courir. Parce que les faucons, lorsqu'ils prennent leur envol, les fauconneaux, lorsqu'ils prennent leur envol, ils ont la mauvaise habitude de se jeter dans le vide et de se rattraper, ma foi, comme ils peuvent. Et parfois, il y a de la casse. Parfois, ils se crachent. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit il est blessé, à ce moment-là, il faut le récupérer rapidement et l'évacuer à Maison-Alfort, l'école vétérinaire de Maison-Alfort. Soit il est au sol, et de toute façon, tôt ou tard, un fauconneau sera au sol. Et là, il ne faut pas surréagir. Parce qu'il y a des gens qui récupèrent des fauconneaux au sol, ils disent, oh là là, il est abandonné par les parents, le petit malheureux, et ils l'envoient à Maison-Alfort. Nous, Maison-Alfort nous prévient, et nous, les membres du groupe Faucon, il faut qu'on aille récupérer le petit jeune à Maison-Alfort et le remettre dans le voisinage immédiat de son aire de nidification, si on la connaît. Si on ne la connaît pas, c'est tant pis. C'est tant pis, pourquoi? Parce que quand vous ramassez un jeune, il n'est pas du tout abandonné par les parents. Il est forcément un fauconneau, même tous les oiseaux, tous les oisillons qui prennent leur envol seront tôt ou tard au sol. Il ne faut pas surréagir. Il n'est pas abandonné par les parents, comme pensent la plupart des gens. Il faut simplement le remettre en sécurité. À l'observatoire, remettre en sécurité, c'est quoi? Vous le ramassez, vous le mettez dans un carton, vous montez les escaliers et vous le remettez sur la terrasse de l'observatoire. Et c'est tout. Alors, s'il est blessé, évidemment, là, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut l'évacuer le plus rapidement possible à Maison-Alfort. Si on revient aux photos précédentes, vous avez les jeunes, là, donc ça c'est l'an dernier. Celle de droite, c'est l'an dernier. Celle de gauche, c'était il y a 2 ans, je crois. On peut encore revenir un petit peu en arrière. Là, vous avez les cavités. Alors, je parle bien des cavités puisque les faucons ne font pas de nid. Ça surprend toujours les gens. Les faucons ne font pas de nid. Ils occupent des cavités. Par exemple, à Notre-Dame, ce sont des trous de boulins. C'était des trous de boulins. Ici, vous voyez que c'est une espèce de plateforme qui est bien fiantée. Donc, ça prouve que c'est occupé depuis pas mal d'années, au moins depuis 2003. Sachant que ça, c'est la cavité de gauche quand vous regardez donc côté Saint-Jacques. Mais il est arrivé dans les années, il y a 3 ou 4 ans, que les faucons nichent dans la cavité analogue, mais côté d'Enfer-Rochereau.
ce qui est moins facile pour observer. En tout cas, quand vous observez depuis l'avenue d'Enfer Rochereau, c'est très bruyant, c'est très pénible. Vous prenez régulièrement des autobus dans vos jumelles. Observer depuis la rue Cassini, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup moins bruyant. Voilà, donc c'est jeune. Et là, vous avez les parents. Donc là, vous voyez, c'est le mâle qui est à droite, qui a porté une proie. La femelle s'est saisie de la proie et va la manger dans un endroit tranquille, qui est la plupart du temps sur la terrasse de l'observatoire. Alors, quelques conclusions sur cette avifaune de l'observatoire à Paris. J'ai dit tout à l'heure que le fait que les oiseaux généralistes sont globalement en croissance, mais au détriment des oiseaux spécialistes, j'avais dit tout à l'heure qu'en soi, ce n'était pas une bonne nouvelle, parce que c'est le signe d'une homogénéisation, d'une banalisation des habitats, et donc, par voie de conséquence, d'une perte de biodiversité. Donc, même si nous avons quelques espèces qui ont des évolutions, on va dire, plus ou moins positives, plus ou moins favorables, globalement, on a bien une perte de biodiversité. Ces oiseaux, ce sont surtout, quand on parle de biodiversité, on sait compter les oiseaux. Les insectes, on ne savait pas. Nos collègues allemands nous ont montré comment il fallait faire. Aujourd'hui, on sait calculer la biomasse. Alors, on ne sait pas dénombrer les insectes, mais au moins, on sait calculer la biomasse des insectes. Et très récemment, pour les insectes, on a montré, comme en Allemagne, que la biomasse des insectes avait baissé de 80% en 10 ans. Je vais prendre simplement un ressenti concret. Quand j'étais gamin, mes parents faisaient Paris, Pays de Montbéliard en 2 chevaux. On mettait 6 heures pour 450 km. Mais arrivé à destination, le pare-brise était complètement maculé par des insectes. À tel point qu'il fallait que, c'était d'ailleurs mon premier travail, quand on arrivait enfin, c'était de nettoyer le pare-brise. Aujourd'hui, vous prenez votre voiture, la taille des pare-brises a plus que doublé par rapport au pare-brise de 2 chevaux. Certes, le coefficient CX des voitures a baissé, les voitures sont plus aérodynamiques que les 2 chevaux, ce n'était pas difficile d'ailleurs. Mais faites 1000 km et amusez-vous à compter les insectes sur votre pare-brise. Ce sera une trentaine à tout casser. Donc voilà concrètement ce qu'est la disparition de la biomasse des insectes. Donc ces oiseaux, on sait les compter depuis longtemps. Et ces oiseaux sont intéressants parce que comme indicateur de l'état de santé de nos écosystèmes. Et ce sont un petit peu des sentinelles, selon une expression rabâchée, ce sont un petit peu les sentinelles de l'état de la biodiversité. Et le fait qu'on voit des espèces comme Mansal, comme le moineau qui a toujours vécu au voisinage de l'homme, en contact direct avec l'homme, disparaître, c'est quand même très inquiétant. On a quand même un gros problème avec notre environnement, sachant qu'il faut bien comprendre une chose, et c'est peut-être là que nous ne faisons pas correctement notre travail, de communicants en tout cas. On n'arrive pas à convaincre les gens que la biodiversité, c'est nous. On peut aller à la deuxième conclusion, et là c'est l'économiste qui va reprendre un petit peu sa casquette. Voilà. Il y a quelques mois encore, au Muséum, il y avait un débat assez sévère pour savoir s'il fallait parler d'effondrement ou d'extinction massive au niveau de la biodiversité, au niveau mondial, attention, hein, au niveau mondial. Aujourd'hui, la réponse a été apportée, en tout cas pour le Muséum. Le Muséum parle aujourd'hui de 6e extinction massive de la biodiversité. 6e extinction massive de la biodiversité. Pour rappel, la 5e, c'est la crise Crétacé-Quaternaire, enfin on ne dit plus Quaternaire maintenant, il y a 66 millions d'années avec la disparition des dinosaures. Nous en sommes là.
nous sommes entrés dans la 6e extinction massive de la biodiversité. En quoi c'est catastrophique? Au sens grec. Monsieur Duchier, Raymond, je me permets de vous interrompre si vous pouviez aller un tout petit peu plus vite parce qu'on est très en retard. Voilà, je termine. Le réassureur Swiss Re, la semaine dernière, a sorti un excellent travail où il montrait que 50% du PIB mondial dépendait de la bonne santé de la biodiversité. Voilà. Donc là, on a une relation directe entre l'état de la biodiversité et la croissance économique. Simplement, pour vous donner un exemple concret, la mer d'Aral a quasiment disparu. La disparition de la mer d'Aral s'est traduite par une crise économique sans précédent sur tout le voisinage immédiat de la mer. Donc, pensez toujours à la mer d'Aral, sa disparition et les conséquences économiques extrêmes qui sont intervenues. C'est ce que nous vivons aujourd'hui à l'échelle planétaire par la disparition de la biodiversité. Voilà, j'en ai fini. J'ai été trop long, excusez-moi. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vois que j'ai une question, donc je vais vous la lire et en parallèle, je vais mettre les photos que j'ai préparées. Oui. Donc, est-ce que le déclin des oiseaux est uniquement lié à celui des insectes ou y a-t-il d'autres facteurs? Par exemple, souffre-t-il directement des pesticides? Oui, c'est lié. Plus de pesticides, moins d'insectes. Alors, il y a 2 cas de figure. Prenez les moineaux, par exemple. Je vais être très concret. Les moineaux sont granivores. Vous voyez qu'ils ont un bec conique, fort, épais, alors que, par exemple, vous prenez la faucette à tête noire, elle a un bec long et fin, donc elle a un régime insectivore. Pour les granivores, vous allez me dire, les granivores ne sont pas impactés par la disparition de la baisse ou l'effondrement de la biomasse des insectes. Et si, puisque les oisillons, les bébés des granivores, pensez aux bébés moineaux, sont nourris avec les insectes. On dit que les insectes, c'est le biberon des oisillons granivores. Et aujourd'hui, par exemple, les moineaux, on les perd par les jeunes. Les jeunes moineaux, paradoxalement, ils sont chétifs, pas assez de protéines, il n'y a pas assez d'insectes, et gras. Gras parce qu'ils mangent des cochonneries, notamment le pain que leur ramassent les parents. C'est ce qu'ils trouvent. Donc, en fait, les moineaux, on les perd, mais par les jeunes. Les adultes, ils sont plus ou moins tirés d'affaire. Voilà un moineau, là, vous avez un mâle, à gauche, vous avez un accenteur mouchet. Donc, les causes, par exemple, du moineau, il y a essentiellement 2 causes. Rapidement, il y a le gîte et le couvert. Le gîte, je disais tout à l'heure que c'est une espèce cavicole. Or, au fur et à mesure que Paris se gentrifie, prenez le 11e arrondissement, par exemple, la classe moyenne supérieure prend possession du 11e arrondissement, on retape tous les immeubles. Pour des considérations d'économie d'énergie, on fait une isolation extérieure et il n'y a plus de cavité. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas isoler, bien sûr qu'il faut faire des économies d'énergie, mais l'isolation extérieure se traduit par la disparition des cavités, et c'est très net dans le 11e arrondissement, par exemple, c'est même une caricature, et donc c'est mort pour le moineau. Premier problème. Et puis les bâtiments modernes, en verre ou en béton, il n'y a pas vraiment de cavité. Il faudrait d'ailleurs, c'est tout un travail que nous faisons avec les architectes, pour que les bâtiments modernes puissent incorporer des cavités. Ça coûte peanuts en surcoût pour le bâtiment. Il faudrait simplement percer des trous d'un diamètre de 35 mm, pas plus, pour que les oiseaux, que les moineaux puissent nicher. Pas grand-chose en fait. La deuxième raison, donc, c'est un problème de nourriture. Il n'y a plus d'insectes, donc ils ont beaucoup de mal à nourrir correctement les jeunes. Et donc les jeunes, on les voit, ça ne va pas du tout. Ils sont chétifs, pas assez de protéines et gras. Voilà, gras parce qu'ils sont nourris avec des cochonneries. Voilà pour les moineaux. Mais je pourrais prendre d'autres exemples. Il n'y a pas que les pesticides, il y a aussi ce qu'on appelle l'agriculture intensive, avec la disparition des haies, avec l'homogénéisation des espaces agricoles. Ça aussi, c'est catastrophique. Merci beaucoup pour cette réponse. Écoutez, je vous propose de passer à la dernière présentation. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Donc, Monsieur Bach, je vous lance le défi d'aller très très vite sur votre présentation. Un quart d'heure avec 5 minutes de questions, ce sera parfait. Donc, vous allez nous parler du site de Nançay qui est en zone Natura 2000.
Vous êtes forestier écologue de formation et après avoir été écologue botaniste à l'Institut d'écologie appliquée à Orléans, vous êtes aujourd'hui au Centre régional de la propriété forestière du Centre Val-de-Loire et d'Île-de-France et vous y êtes notamment animateur du site Natura 2000 Sologne. Vous allez nous présenter brièvement ce réseau écologique européen Natura 2000 et de manière un peu plus ciblée le site Sologne et les milieux qu'on peut rencontrer sur le site de l'Observatoire à Nancy. Très bien, merci de me donner la parole sur un timing de moins 0,5 secondes, je ne sais quoi. Mais effectivement, j'essaie de tenir le temps pour faire les choses bien. Donc, déjà, en tout cas, merci de me donner la parole pour vous présenter un peu un sujet concret. Donc, je vais essayer d'être très opérationnel pour vous montrer vraiment le site de l'Observatoire astronomique, même s'il y a encore beaucoup, je pense, à faire pour connaître vraiment la totalité de la biodiversité qui est présente. Mais on a déjà un regard sur un certain nombre de compartiments, et notamment de végétation. Donc, je vais mettre en écran partagé. Vous allez me dire s'il n'y a pas de souci de votre côté. Est-ce que vous voyez ma présentation de votre côté ou pas? On la voit, elle n'est pas en plein écran. D'accord. Alors, si je veux mettre en plein écran. Sinon, après, je suis obligé de la mettre en plein écran. Je peux rester comme ça. Normalement, si vous cliquez sur le diaporama là en bas à droite, ça devrait le faire. En fait, quand je mets en plein écran, après, j'ai plus la main. Donc, il faut que j'arrête peut-être. Ah, d'accord. Et je vais mettre directement de ce côté-là, comme ça. Bon, comme il ne faut pas que je perde de temps, je pense que je vais laisser simplement comme ça. Il n'y a pas de souci. Le principal, c'est que ce soit opérationnel et que les gens voient ce que j'ai à présenter. Donc ça, c'est bon. Et vous m'excuserez aussi, j'ai la voix encore un peu enrouée, donc j'essaie de parler distinctement. Donc, je vais vous faire une présentation sur effectivement un nouveau acronyme encore, dont on a déjà parlé, qui est Natura 2000. Pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit par rapport au NIEF, sur la révision par exemple de Natura 2000, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, parce que ça passe au niveau européen et au niveau administratif, les démarches sont beaucoup plus fastidieuses. Et par exemple, sur ce volet administratif, les NIEF sont plus simples, on va dire, à réactualiser, qui est très difficile, on va dire, sur le réseau Natura 2000. Donc, le réseau Natura 2000, c'est en une seule phrase, une politique environnementale européenne de préservation de la biodiversité et des écosystèmes, représentatif de l'Union européenne. Donc, ça veut dire que Natura 2000 n'existe qu'en Europe, donc c'est un très grand réseau qu'on ne trouvera pas dans d'autres pays. C'est assez particulier finalement. Donc, ça en fait un réseau assez puissant. Donc, juste pour rappeler un petit peu la biodiversité, c'est vraiment toute la variation de la totalité du vivant. Donc, c'est quelque chose qui est venu dans le vocabulaire commun depuis pas mal de temps maintenant. Mais avant, on parlait de nature, on est passé à biodiversité, en fait, avec des parallèles qui ne sont pas complètement valides, puisqu'on parle souvent des espèces en parlant de biodiversité, mais la biodiversité, c'est plus que les espèces. Donc, je vous montre au travers de ce schéma-là l'idée que finalement, la biodiversité, c'est vraiment les compartiments écosystémiques spécifiques par rapport aux espèces et aussi génétiques. Donc, je vous encadre en rouge. Moi, la partie de mon travail concerne vraiment plutôt la gestion opérationnelle sur les écosystèmes et les espèces. J'ai assez peu de liens sur la diversité génétique. On va dire que c'est plus de l'ordre de la recherche fondamentale. Et moi, je suis plus attaché au terrain et à mener des actions de gestion qui sont très orientées espèces et en premier lieu finalement écosystèmes. Donc, le socle de Natura 2000, c'est les directives européennes. Une des toutes premières qui a concerné les oiseaux, là, on a eu la chance d'avoir un ornithologue qui nous a présenté des informations sur les oiseaux. C'est une connaissance qui existe depuis assez longtemps. Pour illustration, on connaît quasiment au niveau mondial 95%, voire même plus, de la biodiversité en termes d'oiseaux. Donc, il y a assez peu de découvertes chaque année sur les oiseaux. Donc, c'est quelque chose qui a eu l'opportunité en fait, d'être préservé assez tôt, en tout cas au niveau européen, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle des zones de protection spéciales. À travers la directive oiseaux, l'idée c'était de désigner des territoires, un peu à l'image de ce qu'on voit pour les oiseaux, au titre de Natura 2000, donc de cette directive-là pour les oiseaux, afin d'essayer de préserver les espèces présentes dans un territoire donné, dans une zone de vie. Et puis, au fur et à mesure du temps, les réflexions ont fait leur chemin. Je pense qu'il y a eu l'idée de se dire que finalement, il fallait travailler au travers de toute la biodiversité
Et donc, on a la directive Habitat Faune Flore qui concerne en fait les milieux naturels et le reste de toutes les espèces. Donc, c'est la flore, les insectes, les amphibiens, etc. Dont l'objectif est de désigner encore des périmètres, des zones spéciales de conservation, des ZSC, qui peuvent être des surfaces très très grandes, en l'occurrence on le verra avec les sites naturels de Sologne, et qui permettent finalement de préserver les milieux naturels et de dynamiser en fait la préservation de la biodiversité sur un territoire donné. Et l'ensemble de ces directives et des zonages définis dans le cadre de ces directives forment le réseau Natura 2000. Donc, quand on regarde la cartographie au niveau de l'Europe, on voit qu'il y a un réseau très étendu. À l'heure actuelle, on a à peu près à 18% du territoire européen qui a été désigné en termes de zonage, directive habitat ou directive oiseaux. Donc, c'est un réseau qui est quand même assez présent maintenant sur le territoire. On a eu, historiquement, il y a eu beaucoup de travail fait sur le milieu terrestre en première action. Et dernièrement, c'est plutôt les milieux maritimes qui ont focalisé l'attention. Ça désigne aussi la partie océanique, finalement, en termes de colonisation. Donc, la politique Natura 2000, en termes opérationnels, il y a deux aspects au travers de Natura 2000. Souvent, on a surtout à l'esprit le volet réglementaire sur Natura 2000, notamment tout ce qui est soumis à l'évaluation d'incidence au travers d'études d'impact ou des choses comme ça. Moi, je suis sur une partie de Natura 2000 qui est vraiment l'animation territoriale, dont l'objectif est vraiment de mener des actions de préservation de la biodiversité. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de regard direct ou d'autorité environnementale, on va dire, pour donner un assentiment sur des projets d'aménagement, des PLU, des choses comme ça. Donc moi, je vais vraiment m'attarder sur la politique territoriale d'animation. Donc le territoire français, avec ses sites Natura 2000, ZDC, là il y a marqué SIC, c'est les propositions de sites d'intérêt communautaire, mais on peut considérer que c'est aussi les ZDC. Moi, je travaille donc dans la région centre, donc au sud de l'Île-de-France, parce qu'on a vu des territoires principalement urbains et très urbains, même je dirais, au travers des observatoires. Là. Et moi, je vais vraiment vous présenter quelque chose de très rural, puisque en l'occurrence, la commune de Nançay est vraiment très reculée. Et en termes d'activité économique, c'est, on va dire, la campagne. Donc, le territoire Sologne, qui est illustré là sur ma présentation dans la diapositive, c'est une grande zone qui est présente sur 3 départements. Donc le Loiret, là on voit la commune de La Ferté-Saint-Aubin, le Loir-et-Cher, où 50% des territoires sur cette surface-là, on comprend les communes de Nain-sur-Beuvron, La Motte-Beuvron, Romorantin, Saint-Louis, et un dernier quart, 25% on va dire, qui est présent sur le département du Cher, où en l'occurrence il y a la commune de Nançay, qui est une très riche commune en termes de biodiversité, au titre de Natura 2000 en tout cas, et où il y a l'observatoire astronomique de Nançay, que un certain nombre de personnes présentes peuvent connaître. Pour faire un petit focus vraiment sur les zonages, en Sologne, il y a plusieurs zonages, il y en a 5. Et moi, je suis chargé de dynamiser donc, la politique de préservation de la biodiversité sur 2. Les 2 que j'ai présentés ici, donc la ZDC Grande Sologne, qui a été désignée il y a déjà un certain temps, 20 ans maintenant, sur les 346 000 hectares, ça concerne 96 communes. À l'époque, c'était peut-être même, quand il a été désigné, le plus grand site Natura 2000 d'Europe. En l'occurrence, maintenant, c'est le plus grand site terrestre Natura 2000 d'Europe. Et une autre zone, au titre de la directive oiseaux, donc ZPS, Étang de Sologne, qui a été désignée en 2006, qui est située dans une zone, comme son nom l'indique, d'étangs, où il y a plus de 3000 étangs qui sont présents et qui ont une diversité au niveau avifaune assez particulière. Les 2 zones en rouge que je vous ai montrées, c'est d'autres zones sur lesquelles moi je ne travaille pas. Donc le grand carré un peu cubique sur la gauche, c'est le domaine de Chambord, qui est désigné au titre de Natura 2000 pour les directives. Et il y a une dernière petite zone, là, l'espèce de petite virgule qu'on voit ici, qui est une zone nord-ouest Sologne, qui est assez spécifique, liée à un paysage encore un peu agricole, où il y a un certain nombre de mares et d'espèces un petit peu spécifiques qui sont associées, pour lesquelles je ne suis pas missionné officiellement pour préserver la biodiversité sur ce territoire. Donc concrètement, la politique Natura 2000 en termes opérationnels, pas le volet réglementaire, le volet sur le terrain, la première chose à savoir, c'est que pour pouvoir gérer, il faut déjà avoir ce qu'on appelle un plan de gestion. C'est un document qui revient dans plein de systèmes, que ce soit écologique sur les plans de gestion, dans le domaine forestier sur les plans de gestion. Enfin,
Voilà. Et pour mettre ça en place, il y a ce qu'on appelle la rédaction d'un document d'objectif, le DOCOP. Dans tous les sites Natura 2000, vous avez un DOCOP qui est disponible, qui est public, et qui répertorie les enjeux écologiques et les actions à mettre en œuvre pour essayer de préserver les choses. Donc, dans le cadre de la politique Natura 2000, il y a ce premier volet qui a été mené il y a bien un certain temps, depuis la désignation du site en 2020. Et moi, je suis présent sur ce poste-là pour la partie mise en œuvre du document d'objectif. C'est-à-dire que j'ai ce plan simple de gestion avec l'objectif principal qui est le maintien du bon état de conservation des habitats et des espèces. Toujours est-il que ce n'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qui est un bon état de conservation. Et l'objectif, c'est vraiment de mener des actions sur le terrain avec un certain nombre de partenaires. Donc, en termes de gouvernance, à l'heure actuelle, l'animation territoriale est officiellement prise en charge par une communauté de communes. Parce qu'un des objectifs en fait, de l'État, puisque Natura 2000, c'est au niveau européen, donc ça incombe la mise en place à l'État sur son territoire donné. Et l'État, en France, souhaite que ce soit les collectivités qui prennent ça en charge. Effectivement, qui de plus légitime pour maintenir sur son territoire la nature avec des partenaires qu'une collectivité. À l'heure actuelle, c'est la communauté de communes de la Sologne des Étangs qui est en charge de ça, dont le président du comité de pilotage Natura 2000 est M. Lécuyer-Saint-Louis, donc je l'ai mis en illustration en photo. Plus que la photo, ce qui est intéressant avec cette personne-là, c'est que c'est un maire d'une commune en Sologne, qui est vice-président de la communauté de communes de la Sologne des Étangs, qui est aussi présent en tant qu'élu au syndicat des propriétaires forestiers du Loir-et-Cher, et également présent en tant qu'élu du Centre régional de la propriété forestière. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une personne un petit peu charnière, qui a des relais de communication et des personnes ressources en contact qui sont assez intéressantes. Et je m'appuie un peu sur ce personnage dans un certain nombre de mes missions pour pouvoir travailler et être opérationnel. Et c'est vraiment important d'avoir des relais de terrain comme ça. Une fois que tout ça est mis en place, le document d'objectif, la gouvernance sur le territoire, on peut passer aux actions concrètes sur le terrain. En l'occurrence, dans tous les territoires Natura 2000, où une animation est prise en charge par une collectivité, enfin un acteur du territoire, il y a normalement 3 outils qui sont disponibles dans tous les sites Natura 2000. Je les ai mis en présentation, donc c'est la charte Natura 2000, le contrat et ce qu'on appelle les MAEC pour le volet agricole, les mesures environnementales et climatiques. Donc, moi, je ne m'étendrai pas trop sur la partie agricole, puisque c'est quelque chose que j'ai délégué dans un partenariat avec la Chambre d'agriculture. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ça, puisque ce n'est pas le volet plus opérationnel, mais j'ai plutôt parlé des deux autres outils. Donc, le premier, en l'occurrence, la charte Natura 2000, je vais illustrer juste la page de garde de ce document-là, elle est disponible sur le site internet Natura 2000 Sologne. C'est une sorte de code de bonne pratique de gestion de la nature dans lequel s'engage un propriétaire foncier. L'objectif, c'est vraiment de pérenniser la prise en compte de la nature dans la gestion, que ce soit agricole, piscicole, cynégétique, forestière. Et le propriétaire, quand il s'engage là-dedans, il peut du coup avoir en contrepartie une exonération sur la taxe foncière non bâtie. C'est-à-dire que ce n'est pas directement des subventions ou de l'aide aux propriétaires, mais c'est une aide fiscale indirecte pour quelqu'un qui entre dans une démarche vertueuse envers la nature. Et pour certaines propriétés, ce n'est pas négligeable. Non pas que ce sont des personnes qui ont besoin de gagner de l'argent, mais plutôt des personnes, pour la plupart, en Sologne, qui ont des propriétés de famille qui héritent de père en fils et pour lesquelles c'est une chance, mais aussi un fardeau. C'est quand vous avez 400 hectares à gérer, du patrimoine bâti, et que vous n'avez pas forcément un revenu exponentiel, c'est assez coûteux en fait à maintenir. Et donc, ce genre de démarche permet de valoriser un peu et de limiter les charges pour les propriétaires qui puissent vraiment préserver la nature. C'est sur un engagement de 5 ans, qui est renouvelable à chaque fois, il n'y a aucun souci. Et en territoire Natura 2000 Sologne, il y a à peu près 10 000 hectares qui sont en surface de chaque Natura 2000. L'autre outil qui est la démarche, on va dire, un petit peu supérieure en Sologne, c'est les contrats Natura 2000. Donc un outil qui se retrouve sur tous les sites Natura 2000. Pour le coup, c'est un objectif vraiment de gestion opérationnelle, préserver un habitat, une espèce, quelque chose comme ça, pour l'entretenir ou restaurer la zone, en l'occurrence, ou l'espèce ciblée. Ça concerne généralement une parcelle cadastrale ou une partie de parcelle cadastrale. On a une exonération potentiellement fiscale quand on est propriétaire, ce genre de choses, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une démarche de subvention à retardement, on va dire. C'est-à-dire que le propriétaire est remboursé à 100% sur les engagements financiers qu'il aurait sur les actions de gestion.
Donc, ça veut dire qu'il faut quand même avoir l'avance de trésorerie pour pouvoir mener ce genre d'action, parce que ça peut être des chantiers à plusieurs milliers d'euros. Mais une fois qu'on a ça, on peut être remboursé à 100% sur les actions de gestion écologique. C'est pour une durée de 5 ans. C'est-à-dire que le propriétaire s'engage à faire ses actions sur au minimum les 5 ans qui sont prévus dans le cahier des charges et à maintenir l'état écologique tel qu'il était pendant au moins 5 ans. Un autre volet de gestion, on va dire, indirecte sur le territoire, c'est la connaissance. Tout à l'heure, on a un petit peu parlé au travers de l'élément des INEF, c'est que pour préserver quelque chose, il faut déjà essayer de connaître. Et le site Nature 2000 Sologne, qui fait 346 hectares, est très très grand. Et on n'a pas pu, enfin, nos prédécesseurs n'ont pas pu faire un état des lieux exhaustif de la totalité de la surface lors de l'élaboration du plan directeur. Donc, il a été pris parti d'échantillonner lors de la réalisation de ce document de gestion et de continuer l'expertise au fur et à mesure des avancées sur le territoire. Donc, moi, je suis amené, au fur et à mesure des rencontres de propriétaires que je fais, à faire des expertises en direct ou potentiellement on travaille avec le Musée d'histoire naturelle de Paris, en l'occurrence la délégation du conservatoire botanique de l'antenne centre, à faire des expertises chez les propriétaires. Ça me permet d'améliorer la connaissance et puis de pouvoir proposer des actions de gestion chez les propriétaires. C'est une démarche qui est particulière, on va dire, au site Sologne. C'est assez peu présent, d'après ce que je sais, sur les autres territoires. Parce que la plupart du temps, les sites Nature 2000 sont quand même d'une surface plus faible et la cartographie a pu être établie, on va dire, dès le départ. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, ce genre de démarche, puisque c'est gratuit sans engagement pour le propriétaire. Donc, déjà, c'est plus facile d'avoir un consentement sur l'expertise. Et en plus, ça permet d'avoir une connaissance qui s'actualise régulièrement. Je vous donne une petite illustration. À la fin d'une expertise de Natura 2000, en termes des habitats et des espèces végétales, on a un compte-rendu qui est fourni après aux propriétaires. C'est très important d'avoir ce suivi-là de proximité. Ça permet de fidéliser les propriétaires et de leur rendre compte de ce qu'il en est. Et pareil, à chaque fois que moi je retourne les voir, il y a toujours une actualisation de ces informations. Donc, une des choses intéressantes, c'est qu'on obtient à la fin une cartographie des habitats et on voit dans certaines zones en rouge des zones qui sont d'intérêt européen. C'est une nature. Donc, pour synthétiser, j'espère que je n'y arrive pas trop sur le temps. Pour synthétiser, la démarche, c'est un premier contact avec un propriétaire, ça peut être lors d'une réunion, un coup de fil. Moi, je t'envoie aussi des courriers de démarchage. Et après, une visite conseil sur le terrain pour accompagner le propriétaire, lui dire ce qu'il peut potentiellement faire pour essayer de préserver la nature en lien avec ses objectifs de gestion, qui peuvent être synergétiques, piscicole, forestier, ou même agricole. Et à la suite de ça, moi, généralement, je propose une expertise approfondie pour faire un état des lieux complet. Et une fois qu'on a ça, on peut aller sur les démarches, soit de charte Nature 2000, de contrat Nature 2000, ou aussi tout le volet, on va dire, de plus-value. Il y a une animation territoriale. C'est moi des projets que j'essaie de mettre en place avec des partenaires, en obtenant des aides au niveau de la région, des partenariats avec des entreprises même privées qui font l'exploitation forestière, des partenariats avec des structures agricoles d'enseignement, par exemple. Ça peut être des solutions aussi pour mener des actions après de gestion sur le terrain. En termes de biodiversité, sur le territoire Nature 2000 Sologne, je vais vous présenter quelques exemples maintenant. Donc, j'ai pris le parti de ne pas vous présenter l'ensemble de ce qui est intéressant en Sologne. De manière synthétique, on a 23 habitats d'intérêt européen en Sologne. Sur ces 23 habitats, il n'y a que 4 milieux forestiers. Tout le reste sont des milieux ouverts associés à une gestion rurale, des zones d'étang, des zones agricoles, de prairies, ou même potentiellement de landes, qui étaient jurées potentiellement avec du bruit autrefois, ou même des zones liées à la gestion synergétique, des choses comme ça. Donc, c'est la plupart du temps des milieux ouverts. Et à l'intérieur de ça, c'est intéressant d'avoir cette vision-là, puisqu'en fait, en Sologne, un des impacts premiers de la perte de biodiversité, en fait, c'est la disparition de l'être humain et en fait des activités rurales, et notamment agricoles. Ça fait un petit peu un pendant différent de ce qu'on a pu nous présenter sur le volet oiseaux, par exemple, à l'échelle nationale. Il faut savoir que sur ces territoires-là, la déprise agricole a un impact aussi sur la disparition du milieu. Un phénomène très simple, c'est-à-dire que quand on ne gère plus un milieu avec du pâturage ou la gestion d'un étang avec des vidanges ou des choses comme ça, et bien naturellement, la succession végétale fait que la végétation lumineuse va finir par s'installer et on se retrouve à avoir une surface boisée sur des grandes étendues. Pour vous donner un petit exemple rapide, en Sologne, mon cousin de copine, qui est maire adjoint, me disait que lui, dans les années 60, il y avait un tiers de boisement et 2 tiers de plaine. Donc ça comprenait des landes, des choses comme ça. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est 2 tiers de boisement. Et donc la biodiversité associée au milieu ouvert est en train de disparaître. Donc, je vais prendre le parti de vous présenter maintenant l'Observatoire astronomique de Nancy. Donc, je ne sais pas si tout le monde y allait, je vous ai juste mis une photo aérienne. Donc, c'est sur la commune de Nancy.
C'est quelque chose qui est assez grand en surface. Et à l'heure actuelle, ce territoire-là est principalement forestier, avec quelques zones ouvertes. L'Observatoire astronomique de Nancy, bon, moi je n'étais pas là à l'époque dans les premiers échanges qu'il y a eu avec les gérants du site, mais il y a eu une expertise naturelle de nous. On va directement sur l'illustration de la cartographie. Donc il y a un compte rendu qui a été fourni à l'Observatoire astronomique de Nancy. La cartographie montre un paysage assez diversifié, on va dire. Pour faire simple, les zones marron, c'est plutôt les landes. Tout ce qui est un peu vert, c'est généralement les boisements. Donc on voit que c'est quand même assez fermé en termes de milieu naturel. Et dans ces secteurs-là, il y a un certain nombre de périmètres en rouge. On ne les voit pas très bien, donc moi je vous les ai surlignés pour vous montrer un petit peu à quoi ils correspondent. Le premier, là en l'occurrence, c'est une zone de tourbière, ce qu'on appelle une communauté rincospore, donc en alliance physiologique, c'est ce qu'on appelle du rincospore noir et bleu. C'est des végétations assez pauvres, comme du ligotrophe. Je vous mets une petite illustration ici, et très humides. Donc, dans des endroits comme ça, où il y a assez peu de nutriments, on trouve des espèces un petit peu spécifiques, des milieux un petit peu acides de Solone humide, comme la Drosera. Je pense que la Drosera, c'est la plante qui est en haut à droite. Un certain nombre de personnes peuvent connaître, hein, ça se voit aussi dans les jardineries, dans les zones de tourbières. Voilà. C'est assez particulier, c'est une plante carnivore qui trouve très difficilement la nourriture dans le sol. Donc, elle a trouvé une façon de s'alimenter, c'est de capturer des insectes. Et il y a donc ça, c'est une espèce protégée au niveau national. Hein. Il y a d'autres espèces, des Drosera, qui ont des Drosera rotulifolia, mais c'est une espèce assez emblématique qui est protégée, donc qui est présente sur le site de Nancy, avec tout un tas d'espèces de cortège végétal. Hein. Le rincospore blanc, il y en a d'autres, hein, mais celui-là, il est présent ici. C'est une espèce protégée au niveau régional. Il y a ce qu'on appelle les vinaigrettes. En l'occurrence, ici, c'est Eriophyllum angustifolium, qui est une espèce présente aussi sur le territoire. Et dans ces zones-là, on trouve aussi des insectes. Hein. Je vous ai mis une illustration d'un. Moi, je ne suis pas entomologiste, hein, mais j'en connais quand même quelques-uns. Et celui-là, où moi, je le connais, la grillon de mercure, qui est une espèce d'interrotin et qu'on trouve aussi dans ces zones de suintement et d'écoulement d'eau qui ne sont pas stables. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut observer sur l'observatoire astronomique. D'autres secteurs sont présents dans des zones plutôt infraforestières, mais même si dans la grande zone aussi en marron, là, vous voyez en bas, il y a aussi de la lande, c'est ce qu'on appelle de la lande sèche, à bruyère ou à caline. En l'occurrence, en alliance sociologique, c'est Licinium nivalis. Donc, c'est un paysage typique et emblématique de la Sologne qui était présente sur des étendues énormes, et notamment sur cette commune-là, il y a encore 50 ans. Pour vous illustrer, avant, les apiculteurs faisaient ce qu'on appelle du miel de bruyère. C'était encore présent il y a une quinzaine d'années. Et maintenant, c'est quasiment inexistant, voire un petit peu, mais c'est très anecdotique. Donc, c'est le paysage que je vous ai mis dans l'illustration. Donc, c'est assez photogénique. Généralement, quand on parle de biodiversité, on a aussi des beaux paysages qui y sont associés. Donc là, vous voyez en violet ce qu'on appelle des bruyères. En l'occurrence, c'est la bruyère cendrée, c'est typique des zones sèches. Vous avez aussi en jaune un hélianthème, fouralisson, qui est une espèce protégée au niveau régional, qui est d'ailleurs en limite nord de son aire de répartition, parce que c'est plutôt une espèce d'activité méridionale, comme la plupart des hélianthèmes. Je vous ai mis en illustration d'autres hélianthèmes. Hein. En bas, le blanc, c'est l'hélianthème alignant de la coque, ça doit être l'hélianthème blanc. Et l'hélianthème à bout, là, qui est en bas à gauche, qui sont de très belles plantes, hein, qui sont présentes dans ces milieux-là. Et c'est des milieux où, antérieurement, il y avait pas mal d'espèces. On peut illustrer, quand on est ornithologue dans le mouvement d'Europe, hein, qui se reproduisaient au sol dans ces zones-là. Ces zones-là disparaissent en Sologne du fait de la déprise et de la colonisation par les milieux, et en voulant à des difficultés à trouver des sites pour s'y reproduire. À tel point qu'il finit par se reproduire maintenant dans des zones de coutrage et des choses comme ça, puisqu'il ne trouve plus son habitat typique. En fait, il trouve un habitat de substitution pour faire son cycle de reproduction. Un autre exemple qui est dans la partie sud de l'observatoire de Nancy, hein, qui est une zone boisée. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une monophrénie de cours d'eau, là, ici, qu'on voit, illustré par le code 82.0 en rouge. Donc cet habitat-là, qui est un habitat assez simple quand on se balade dedans, parce qu'il a vraiment l'image de la forêt vierge. On trouve des espèces intéressantes qui sont protégées, comme le sondroilag, qui est une fougère vraiment arborescente, ou tout un tas de libellules qui sont associées généralement au cours d'eau et aux végétations de bordure de cours d'eau, comme le lisière fourbier. Et en Sologne, on cherche, elle est assez peu présente, mais la loutre d'Europe est aussi présente dans ces végétations.
À savoir que ces végétations de zones humides qui sont à proximité des cours d'eau ont une vraie fonctionnalité écologique. On parlait tout à l'heure de l'intérêt potentiellement financier, hein, je vais vous sur ça. Mais la qualité de ces milieux-là, en termes d'épuration naturelle de l'eau qui circule dans les bassins versants, est pas négligeable. Et c'est vraiment intéressant d'essayer de les maintenir quand ils sont présents dans ces zones-là. Après, c'est des habitats qui se maintiennent très très bien naturellement, hein, il n'y a pas de souci. Un autre habitat aussi qui est intéressant, qui est à cheval entre le sec et le très humide des temps, c'est la lande humide. Donc, c'est une végétation qui ne ressemble pas tout à fait à la lande sèche dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une végétation où il y a aussi des bruyères, d'autres espèces de bruyères qui sont assez typiques des zones humides. Et on trouve d'autres espèces qui sont associées à ça, notamment les tiges un petit peu fanées que vous voyez sur la photo, c'est de l'amoulinie, hein, une plante typique de zone oligotrophe, pauvre et vide. Et on trouve des espèces protégées en plantes comme l'Agencia pulmonant. Je pourrais m'attarder un petit peu sur l'espèce de papillon qui est associée, hein, qui fait partie des nématodes. Il y a une petite anecdote écologique assez sympa là-dessus. Mais bon, je vais essayer de faire court. On en parlera peut-être à une autre occasion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment des milieux intéressants qui sont présents notamment à proximité des étangs ou dans les zones les plus denses. Et donc ça, c'est spécifique du territoire de et tout un tas d'espèces qu'on peut potentiellement trouver, alors pas forcément sur l'observatoire, mais comme je n'ai pas d'inventaire faunistique précis sur l'observatoire, je vais vous lister ce qu'on trouve en Sologne. Donc il y a un certain nombre d'espèces comme la cistule qui est présente dans la Sologne des étangs, qui est une tortue aquatique qu'on trouve à l'intérieur des étangs et qui se reproduit sur les sols terrestres, un petit peu comme les tortues marines, si vous voulez, mais à une échelle continentale, sur lequel il y a même des actions. Dans les zones de mare, en forêt, on peut trouver des tritons. Il y en a un qui est l'interopéen, le triton traité, qui est une espèce assez intéressante. Et tout un tas d'autres espèces, hein, je vais rebondir sur les oiseaux, puisque le balbuzard pêcheur, c'est une espèce assez connue, qui est présente pas très loin de l'observatoire astronomique de Nancy. Hein. Il passe au-dessus régulièrement, il niche sur les poteaux électriques de RTE, de transport d'électricité. Et à proximité de Nancy, on a aussi la cible noire qui est présente, hein, et qui niche et qui passe au-dessus de l'observatoire. Donc voilà, tout un tas d'espèces qui sont assez visuellement sympathiques. Ouais. Ensuite, je voudrais présenter quand même quelques exemples d'actions de gestion, s'il me reste un petit peu de temps, pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond vraiment l'animation territoriale. Donc, je vais faire vite pour vous présenter différents contextes. Un premier, une zone de lande sèche qui était encore présente dans les années 88, qui s'est boisée naturellement sur une bonne partie de la surface de la propriété. Donc là, on est à côté de Nancy à la Suenne, je crois, de mémoire. Et concrètement, on a eu une expertise sur ces propriétés-là qui ont en évidence qu'il y avait un habitat à restaurer. Donc là, pour le coup, on a pu mettre en place un chantier de bois énergie, même si ça peut être décliné sur un certain nombre d'aspects. Pour l'ouverture des milieux situés en zone sèche, c'est quand même une opération assez efficace. Qui plus est, qui ne coûte pas d'argent, voire même qui peut en rapporter un petit peu, c'est l'exploitation de bois feuillus, bouleaux, résineux pour la production de plaquettes forestières, qui est un système intéressant quand on a une chaudière à plaquettes, parce que c'est chauffer au bois énergie, on appelle ça. Et dans cette intervention-là, on a pu restaurer une lande sèche à moindre coût et en un chantier qui a duré une semaine. Donc ça, au travers de l'animation territoriale, c'est des choses qu'on peut envisager. Tout est question de contexte et d'opportunité. Un autre exemple dont je voulais parler, c'est le domaine de Cheverny. Généralement, les gens connaissent Cheverny, donc c'est en Sologne. Donc, je connais les Girons, je suis en train de vivre sur ce domaine-là. Et il y a des zones de tourbières, pour le coup, de vraies tourbières. Donc, c'est des dépressions humides où l'eau stagnait et il y a eu de l'accumulation de matière organique au fur et à mesure des années et qui a permis l'expression de tourbières. Donc, je vous mets une illustration un peu d'une zone de tourbière en photo aérienne dans les années 50. En l'occurrence, on voit ici c'est boisé sur la partie à droite, légèrement au sud-est aussi, et tout reste autour, en fait, c'était des pâtures. Donc antérieurement, l'agriculture était présente à travers de l'élevage et permettait de maintenir un milieu ouvert. Il y avait une zone d'eau qui devait servir à l'abreuvoir, pour abreuvoir les bêtes. Et cette zone-là, en fait, avec la colonisation naturelle du milieu, et en l'occurrence, sur ce domaine-là, il y a eu des plantations de pins, puisqu'à une certaine époque, dans les années 50, l'État avait mis en place ce qu'on appelle le Fonds forestier national, qui était une incitation au boisement des terres incultes, même au niveau agricole. Donc, on s'est retrouvé à avoir une plantation de pins. La zone au milieu de tourbières n'a pas été impactée, hein, mais finalement, au fur et à mesure du temps, les graines ont fait leur effet. Donc, des semis naturels se sont installés à l'intérieur. Et on s'est retrouvé à avoir une zone
de tourbières qui étaient communisées par les boulots. Donc, ce qui s'est passé, là, en l'occurrence, c'est qu'on allait vraiment dans la démarche de contrat Natura 2000, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une subvention. On a fait une demande de fonds FEDER, qui est passée au travers de l'État pour avoir des aides à la fois 50% de l'Europe et 50% État pour financer les interventions de restauration écologique. L'intervention a consisté à un arrachage mécanique avec un treuil, une illustration ici du tracteur qui a été utilisé pour faire ça. Et on s'est retrouvé à faire une intervention qui a permis d'ouvrir complètement le milieu. Donc là, vous avez une photo juste après l'intervention. Et quand on revient une année après, on se retrouve à avoir un milieu beaucoup plus vert. On voit peut-être pas très bien quand on n'a pas l'habitude, mais il y a un certain nombre d'espères qui sont liés à ces zones de tourbière, comme du choin. Et il y a une autre plante qu'on ne voit pas sur la photo, la Millégrette anguinée, qui est apparue dans cette zone-là. Il y a une seule station de Millégrette en Guinée, en Sologne, et c'est ici. Et ça a été grâce à ce contrat de restauration écologique. Donc, un grand propriétaire qui a mis en place des actions de gestion écologique, on va dire, vertueuses pour préserver la biodiversité. Et un autre exemple, pour le coup, que moi, je n'ai même pas accompagné en termes d'animation territoriale, mais c'est pour montrer que finalement, les propriétaires indirectement peuvent mettre en place des actions sans s'en rendre compte. Donc, c'est un étang qui est situé dans la zone de la Sologne des étangs, à Marcy-en-Gau, qui est une zone où il y a eu une expertise Natura 2000 il y a un certain temps, il y a plus de 10 ans. Lorsqu'on est passé, aucun potentiel n'avait été estimé là-dessus. C'est-à-dire que c'était recouvert de saules, la bombe fuyait, c'est-à-dire que l'étang se vidait naturellement et en fait, il commençait à être colonisé par la végétation de l'eau. Et on n'avait rien d'exceptionnel au niveau des stations. Il y a eu une succession, donc ça a été vendu. Le propriétaire nouveau s'est dit, moi cet étang-là, il m'intéresse, j'ai envie de le restaurer. Donc il a fait enlever l'ensemble des saules qui étaient présents sur les berges. Il a refait la digue pour la rendre bien étanche. Le système de vidange qu'on appelle la bombe, il l'a remis aux normes. Et direct après, on a eu une explosion de végétation de berges d'étang. Chose qu'on trouvait partout en Sologne avant et qu'on ne trouve de plus en plus, enfin quasiment plus, puisque naturellement les étangs ne sont plus gérés ou plus gérés de la même façon et sont colonisés par les saules. Et là-dedans, on a trouvé, après coup, une station de Caldésir que par ici, donc c'est une des 3 plans d'intérêt européens présents en Sologne. Et c'est une nouvelle station, que 3 qui étaient connues historiquement, et il y en a maintenant une 4e, sur cet étang-là. Donc le propriétaire, indirectement, juste pour une valorisation de son patrimoine, et avec un objectif cinétique derrière pour faire ce qu'on appelle de la chasse à la portée, donc c'est la chasse, on va dire, au canard sur ces zones-là, en fait, à restaurer un étang et à améliorer son potentiel écologique. Malheureusement, lors de l'intervention, l'entreprise qui est venue a amené des boutures de ce qu'on appelle une jussie. Donc, c'est une plante aquatique, c'est une espèce invasive, et qui a commencé un petit peu à s'installer sur les temps. Donc, on a mis en place, après la restauration du propriétaire, un contrat Natura 2000 pour essayer de maîtriser cette espèce. Donc voilà, donc concrètement, si vous arrivez à retenir que Nançay en Sologne, c'est une commune très intéressante, qu'il y a une animation territoriale qui essaie de préserver la biodiversité, ce sera déjà gagné pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Observatoire astronomique, il a vraiment un intérêt écologique assez fort, déjà rien que sur le volet milieu naturel et végétation, puisque c'est le seul état des lieux concret qui a été fait pour l'instant sur la zone. Parce qu'en fait, on a une diversité de niveaux hydriques sur cette zone-là. Il y a des zones très très sèches, comme je l'ai dit, et des zones très humides. C'est spécifique de la Sologne. Je ne rentre pas dans le détail géologique parce que je vais prendre trop de temps sinon, mais voilà, c'est ce qui fait aussi la richesse des milieux, c'est la diversité en fait hydrique qui est présente là-bas. Donc, il y a quelque part une sorte de responsabilité environnementale de ce territoire pour préserver les enjeux écologiques typiques de la Sologne. Surtout que c'est un site public quand même, donc différent des enjeux privés, sur lesquels je pense qu'il y a peut-être des choses à faire pour essayer de le valoriser aussi, comme c'est quand même un site qui est potentiellement un peu ouvert au public à certains moments, dans un objectif lié à l'astronomie. Il pourrait potentiellement être aussi fait dans un objectif écologique pour valoriser ça quelque part, parce qu'il y a des choses intéressantes à faire. Et la politique Natura 2000, c'est vraiment une incitation pour connaître et gérer, pour essayer de mieux préserver derrière. Et c'est toujours avec des projets en lien et pour les acteurs du territoire. Aussi bien les chasseurs, les forestiers, les agriculteurs que les propriétaires publics, que les collectivités ou des territoires en forêt de manière. Voilà. Donc j'espère que j'ai été suffisamment rapide pour tenir le timing. Et j'espère que vous aurez bien cerné l'enjeu un peu de cette animation territoriale qui n'a rien à voir avec les volets réglementaires. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vous remercie tous les trois et je m'excuse de vous presser parce que franchement, je pourrais écouter ce genre de présentation pendant beaucoup plus de temps. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de questions-réponses qui étaient proposées. Moi, j'en ai une. Vous avez indiqué qu'il y avait seulement 25% du site qui avait été cartographié jusqu'à aujourd'hui.
est-ce qu'il y a un objectif? Est-ce que ce serait réaliste d'imaginer la cartographie de l'ensemble et à quelle échéance? Ou est-ce que ça n'a pas d'intérêt? Est-ce que déjà se concentrer sur ce qui a été identifié suffit, entre guillemets? Alors, l'idéal, ça serait de pouvoir tout identifier en une année, mais ce qui n'est pas possible. Donc, l'objectif, en fait, c'est de fonctionner grâce aux opportunités de terrain. C'est quelque chose qui est vraiment opérationnel. Là, on sort d'un volet, on va dire, un peu fondamental. C'est vraiment qui on rencontre sur le territoire et est-ce qu'on peut faire quelque chose. Donc, moi, j'ai l'objectif d'améliorer la connaissance, tout en sachant que là, par exemple, il y a des données qui sont déjà historiques de plus de 10 ans. Donc, moi, j'ai mis en place des encadrements de stages de Bac+5 sur 6 mois qui me permettent de repasser sur ces zones-là. Moi, je suis plutôt sur un volet gestion de projet et moins identification des enjeux écologiques sur le terrain. Donc, j'essaie de réactualiser les informations connues et j'essaie aussi d'augmenter la connaissance. Et c'est un petit pas chaque année, en fait, parce que les expertises que j'arrive à réaliser, ça représente entre 1000 et 2000 hectares par année maximum. Donc, pour arriver aux 100%, il va falloir beaucoup de temps. Et quand on aura fait les 100%, en fait, tout serait déjà prêt. Voilà, donc, en fait, il n'y a pas forcément d'objectif. L'idée, c'est d'essayer de mener de front l'ensemble des missions, de connaissances, de gestion, pour essayer de perdre le moins de temps possible et d'avoir de la connaissance quand même pertinente, parce qu'on doit rendre des comptes quand même à l'Europe sur tout ça. Et voilà, donc c'est vraiment très opérationnel. Et je n'arrive pas à faire plus pour l'instant. Il me faudrait plus de personnes autour de moi pour faire un peu mieux. Très bien, merci. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Alors, je crois que Mana, par contre, a retrouvé la main et peut faire intervenir Marie-Rose Ramarao sur le premier sujet. Donc, si vous souhaitez toujours intervenir, c'est possible maintenant. Mana, je te laisse gérer ça. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, bonjour. Comme vous avez pu voir, là, je me suis quand même beaucoup intéressée à la biodiversité sur le site de Meudon. Et donc, quelques articles sur le site de Meudon. Au début, là, on a posé des questions sur est-ce que la biodiversité peut être maintenue, est-ce qu'elle peut disparaître? Bon, alors on sait très bien que la biodiversité change, hein, la nature change. Si je reprends, donc je voudrais remercier quand même l'Observatoire et les intervenants pour avoir fait ce webinaire, j'en suis ravie. On voit bien que par le dernier exposé, que pour préserver ou même améliorer la biodiversité, il faut qu'il y ait un plan de gestion. Sans plan de gestion, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Donc, au début, dans la présentation pour le SNIEF Observatoire, on a parlé, par exemple, de l'aspirante d'automne, qui est une espèce quand même très rare. Si je garde cet exemple-là, moi, enfin, maintenant, je suis retraitée, je n'ai plus accès à l'observatoire, donc je ne peux pas les suivre l'évolution. J'espère que les retraités sont à nouveau admis à l'observatoire. Ceci dit, les dernières années où j'ai pu essayer d'aller au mois d'août observer, il y en avait de moins en moins. J'ai trouvé de moins en moins donc, de spirantes sur l'automne. Parce que sans plan de gestion, les espèces disparaissent. Sans plan de gestion de l'habitat qui va avec, donc, il y a une gestion, elle pousse sur une pelouse, par exemple, sablo-calcaire. Si on ne fait pas la gestion adéquate de tonte au bon moment pour la pelouse sablo-calcaire, c'est une espèce qui disparaîtra. Hein, on a aussi des papillons incroyables à l'observatoire qui étaient liés, bon, maintenant, je suis pas trop, qu'est-ce qui se passe maintenant, qui étaient liés à une gestion des prairies et des périodes de fauche. Si on ne fait pas un plan de gestion, cette biodiversité, elle est amenée à disparaître. Donc voilà, c'était surtout l'intervention que je voulais avoir. Merci pour cette intervention. Effectivement, alors là, à Meudon en particulier, il y a une gestion différenciée des espaces verts, mais qui ne prend pas spécialement en compte les espèces protégées ou sensibles. Et donc, dans le cadre de la définition de la stratégie environnementale globale de l'Observatoire, sur laquelle on est en train de travailler, on réfléchit évidemment sur cette question de la biodiversité, comment la prendre en compte dans la gestion des espaces verts. Donc, sans pour l'instant avoir décidé d'une quelconque action, mais c'est un sujet qu'on a pris. Je vous propose éventuellement de m'inclure dans ces projets. Je prends note de cette proposition. Merci. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions,
je vous propose de s'arrêter là. Je vous remercie encore tous les spectateurs, comme vous êtes appelés dans le cadre de ce webinaire, et un grand merci à nos 3 intervenants encore pour leur présentation vraiment très intéressante et très riche en informations. Merci à vous pour cette invitation. Et puis, puisque j'ai plusieurs questions en off à ce sujet-là, le webinaire a été enregistré et sera, Mana, tu me confirmeras, sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'Observatoire. Pas d'avis contraire, donc je pense que c'est bon. Écoutez, merci encore à tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci à vous et n'hésitez pas si besoin. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.